téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Une semaine, un candidat, c'est un programme consacré à l'élection présidentielle au Cameroun. Vous le savez tous, la semaine dernière, nous avons reçu le candidat du parti PUR, Serge Espoir Matomba, nous a présenté quel était son projet de société, qu'est-ce qu'il entendait faire si jamais il est élu au terme de l'élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain au Cameroun. Ils seront 9 en course pour cette présidentielle et nous avons ce soir sur le plateau le Benjamin des candidats retenus pour cette élection présidentielle au Cameroun. Vous le connaissez certainement parce qu'il a été pendant des années consultant de l'émission Club d'élite sur Vision 4. Il est passé par l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il a été notamment le responsable en chef de Radio Campus, diplômé de l'école de l'université de Yaoundé 2 à soi. Il nous dira tout à l'heure dans quel domaine précisément. Il est entré en politique à travers l'action 11 millions d'inscrits. Eh bien, on fera le point de cette opération tout à l'heure et puis on découvrira qui est réellement Cabral Libi, qui a donc été investi par le parti Univers, le parti qui a à sa tête le professeur Nkumbondo, qui se présente comme le capitaine de cette formation politique. Il est parmi les 9, comme je l'ai dit, avec lui on va découvrir ce soir qui est réellement Cabral Libi, où a-t-il fait ses études, qui étaient ses parents, pourquoi aujourd'hui il est candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, qu'est-ce qu'il entend apporter aux Camerounais sur le plan politique, sur le plan économique, mais également il nous dira quelles sont ses propositions sur le plan sociétal, comment entend-il notamment trouver la réponse à la question du chômage qui semble être l'un des mots qui mine notre société au Cameroun. On dira un mot bien sûr sur quelques sujets d'actualité, ce que la presse a appelé la crise anglophone, on sait l'insécurité dans la partie anglophone du Cameroun. Il nous dira un mot sur le fédéralisme, ce qu'il entend notamment de ce concept et comment est-ce qu'il entend faire si jamais il est élu au terme de l'élection présidentielle à venir au Cameroun le 7 octobre prochain. Bien évidemment, il dira un mot sur la coalition qu'on annonce dans la presse. On parle du Big Five. Qu'en est-il exactement? En fera-t-il partie? Il dira également un mot sur ce qu'il pense des autres candidats engagés pour cette élection présidentielle au Cameroun. Juste le temps d'une respiration à la régie. Et derrière, nous allons accueillir Cabral Libi, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Juriste, novice, médiatique, macroniste, tout cela, ce sont les qualificatifs qui sont attribués à Cabral qui est avec nous ce soir. Cabral, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Ernest Obama. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et à nos compatriotes. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. C'est Dieu à qui je rends encore à nouveau grâce pour le souffle de vie et l'accompagnement qu'il m'a toujours accordé. Durant tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le cheminement politique, la vie au quotidien. C'est par sa grâce que j'avance, c'est par sa grâce que j'avance sereinement. Vous revenez d'un Goumou, notamment la localité au Lama, où vous aviez un meeting aujourd'hui. Ça s'est bien passé? Oui, globalement oui. Je suis venu au pas de course parce que... Globalement, ça suppose qu'il y a eu un hic pendant le meeting. Oui, globalement parce que la ferveur elle est là. La sympathie des compatriotes, elle est là. L'accompagnement des compatriotes est là. Et je suis chaque jour davantage surpris par l'attachement et la détermination de mes compatriotes, en tout cas ceux-là que moi je croise, ceux-là que je vois, ceux-là qui viennent vers moi, à déterminer à œuvrer pour que l'alternance advienne cette année-ci, 2018. Mais le chemin politique au Cameroun est parsemé, vous devez vous en douter, de beaucoup d'embûches. Je n'aime pas particulièrement revenir sur ces pesanteurs de plusieurs ordres parce que le juriste que je suis par ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été chroniqueur dans ce même studio pendant près de 2 ans. Donc j'ai étudié longtemps ces questions, ça ne m'étonne plus. Mais bon, ça frustre quand même ces compatriotes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui se lèvent. Je le dis parce que à Olama, après à Kono, dès qu'on a traversé l'Oignon, d'ailleurs ça porte un autre nom, mais ça s'appelle le Lama également. On est déjà
dans l'arrondissement de Ngomenzap, alors que nous étions tranquillement en réunion, parce que nous avons opté pour les rencontres thématiques, ce que nous appelons les séminaires d'imprégnation idéologique. Nous allons à la rencontre de nos compatriotes par petits groupes. C'est le travail que je fais au quotidien maintenant, depuis que je suis officiellement candidat, et d'ailleurs un peu avant. Donc nous parcourons les villages, les localités. Et nous étions justement assis, c'était un peu moins d'une centaine, quand subitement des gendarmes ont débarqué, puis se sont saisis de l'organisateur de cette rencontre. Puis bon, ça nous a d'ailleurs beaucoup retardé parce qu'il a fallu parlementer pour qu'il soit relâché, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ce jeune, il est très courageux. De toute façon, il a dit aux gendarmes que ce n'est pas ce qu'il arrêterait. D'ailleurs, il a fallu avoir un incident parce que les populations qui étaient tout autour ont dit aux gendarmes, mais écoutez, vous voulez peut-être qu'on en arrive au sacrifice suprême dans ce pays finalement. On n'a même plus le droit de débattre, d'échanger. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça s'est bien terminé. Je salue les populations d'Otélé parce qu'à cause de cet incident, nous avons perdu beaucoup de temps après Ngoumou. Je n'ai pas pu arriver à Otélé, peut-être demain, peut-être après-demain. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut rapidement séjourner dans vos parcours de Cabral, qui est par Cabral? Vous êtes né où? Les études primaires, secondaires et puis académiques, c'est où? Je suis né à Ekouamayen, c'est dans la localité d'Otélé. C'est une localité qui est mitoyenne, au Bassa et aux Ewondo. Mais c'était du côté Bassa, parce que je suis né sur une colline, Ekouamayen, qui s'appelle également Nkolmelen, pour les Ewondo. C'est dans le village de ma mère, en réalité, qui est Ambeng. Donc, de par ma mère, je suis de Makak, de par mon père, je suis des Eka. Et ma mère s'y trouvait en ce mois de mars de 1980, parce que, comme c'est le cas souvent dans les familles africaines, quand les femmes sont au terme, quand l'accouchement est à son... En fait, quand la grossesse, dans la famille, quand la grossesse tire à son terme, souvent les femmes vont dans leur famille. Et elle y était donc. Et nous sommes venus, ma jumelle et moi, un peu rapidement d'ailleurs, avant le jour prévu. Donc nous sommes prématuré? Non, pas vraiment. C'est vrai, nous étions primipares. Vous savez, les primipares, ils n'arrivent pas à 9 mois, généralement, surtout lorsqu'ils sont jumeaux. Donc c'était un peu moins de 9 mois, mais un peu plus de 8 mois. Donc nous sommes venus, moi le premier, ensuite ma jumelle. Bon, maintenant mes études, je sais pas. Mon père étant fonctionnaire, il s'est beaucoup déplacé. Mais il me souvient que j'ai fait la CIL. D'abord le jardin, la CIL à Makak, le cours préparatoire à Bacham. Bacham dans l'ouest Cameroun. Bacham à l'ouest du Cameroun. Du cours élémentaire 1 à la 6e à San Mélima. De la 5e à 3e à Boutmakak. De la seconde en terminale au lycée des Eka. Le parcours primaire, dont je viens de le retracer, le parcours secondaire, et puis après le bac, à 18 ans, au lycée des Eka, je suis allé à l'université de Yaoundé 2 pour poursuivre des études de droit. J'ai d'abord fait le droit privé, ensuite le droit public, branche dans laquelle je suis resté, filière, si vous voulez, dans laquelle je suis resté, et puis j'y suis resté jusqu'en doctorat. C'est le cas maintenant. Je travaille sur la sécurité alimentaire mondiale. Parlant de droit, il y a une polémique autour de vos 2 licences. Certains estiment qu'on ne peut pas avoir 2 licences dans la même université. Vous vous souvenez bien de votre passage, nous confrères le Canal 2. Oui, mais les polémiques stériles sont généralement entretenues par des oisifs. Moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. Vous avez eu 2 licences? Ben oui, mais c'est tout à fait autorisé. Je ne suis surtout pas le premier Camerounais à en avoir. Vous pouvez très bien faire une filière de droit privé, vous achevez et puis vous recommencez en 3e année comme c'était le cas à notre époque. Cette fois en droit public, parce que j'avais le DEG. Au bout de 2 ans, et c'est toujours le cas, on obtenait le DEG, le diplôme d'études universitaires générales. Après le DEG, à l'époque, vous aviez le choix entre le droit privé, le droit public et la science politique. À partir de la 3e année, parce que plus tard, la science politique a été rangée dans une filière qui commence dès la 1re année. Donc j'avais d'abord fait le droit privé, comme c'était un peu le cas de beaucoup d'étudiants à l'époque qui préféraient aller en droit privé parce que c'était moins de matières. C'était 10 matières en 3e année. J'y suis allé et puis par la suite, je me suis rendu compte que le droit privé n'était pas vraiment
ma vocation. Je voulais apprendre les sciences de l'État, véritablement. D'ailleurs, plus tard, je vais virer en droit international, dans lequel je me sens tout à fait... Je crois que c'est ma vraie vocation. Donc, par la suite, je suis revenu en troisième année, recommencer la troisième année à zéro, puis j'ai obtenu ma licence de droit public, puis je suis allé en maîtrise, obtenir ma maîtrise de droit public, puis DEA, comme on appelait à l'époque, puisque maintenant c'est devenu master. J'ai d'ailleurs travaillé sur la souveraineté, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'était cela mon sujet de DEA, et puis j'ai viré en sécurité alimentaire mondiale en thèse. Donc, comme je vous l'ai dit, les basses choses meurent généralement de leur propre médiocrité. Et la thèse, et elles sont entretenues par les médiocres. Vous travaillez toujours en thèse ou alors vous êtes plus préoccupé par la chose politique actuellement? C'est difficile de concilier les deux, mais de toute façon, avant de me lancer véritablement en politique, j'avais déjà conduit mes travaux pratiquement jusqu'à leur terme. De toute façon, le professeur Minkwa, chez Adolphe, qui est le recteur de l'Université de Yaoundé 2, nous a donné jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre, en tout cas ceux de notre promotion, pour déposer leurs travaux, et ce sera le cas pour moi. Avant de parler de politique, vous étiez d'abord un leader étudiantin à l'université. On vous présente comme ce qui était à la création de l'ADEC. Non, je n'ai jamais été à la création de l'ADEC. Moi, j'ai commencé, je me suis révélé dans la revendication en 2004 comme porte-parole de l'appel des 1000 étudiants, puis 5000 étudiants contre la réélection de Paul Biya, parce que 2004 était une année électorale, et déjà il y a 14 ans, je m'étais affiché clairement contre la réélection de Paul Biya. Donc ça fait 14 ans que je suis convaincu qu'il faut l'alternance au Cameroun et que je m'y implique. Et nous avions créé à l'époque le Forum national des jeunes, une association qui avait donc hébergé ces initiatives. Nous sommes en 2004, hein. Forum national des jeunes. Je peux vous citer quelques noms. Un nom que vous connaissez particulièrement, vous, le docteur Paul Abouna. Je crois d'ailleurs qu'il est déjà professeur maintenant d'anthropologie. C'est avec lui que nous avons créé cela. Joseph Raoul Makondo, j'ai souvent donné ses noms ici. Bania Keng Macha, Derek Djekatangwa, qui en était le secrétaire général, et bien d'autres encore. Et puis, bon, nous avons été approchés par un homme politique bien connu, que moi j'ai toujours considéré comme mon père en politique, parce que j'ai beaucoup appris de lui. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Hein, mes premiers pas dans les médias, l'expression publique, comment les tournures, ainsi de suite. Moi, j'étais très admiratif, d'abord du courage de cet homme-là, parce qu'il était membre du comité central du RDPC à l'époque, et il avait démissionné. Et il avait récupéré un parti qu'on appelait le RCNR, Rassemblement pour le changement et la nouvelle République, qu'il avait transformé en RDMC, Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. Et puis moi j'avais été très admiratif du courage de ce monsieur à l'époque. Il avait créé, en fait, avec d'autres, le professeur Albert Mbida, notamment, qui vient souvent, que je vois souvent dans ce studio, même c'est un de ses camarades, avec lequel monsieur, comment on l'appelle encore, monsieur Pendaye Koka. Ils avaient créé à l'époque ce qu'on appelait le courant des modernistes du RDPC. Donc c'est des gens qui étaient en réalité porteurs d'un schisme au sein du RDPC. Ils avaient publié d'ailleurs un ouvrage, le livre blanc pour la modernité du RDPC. Moi j'avais été séduit par ces personnes qui avaient le courage déjà à l'époque de porter ce combat. Donc on les avait accompagnés. D'ailleurs Chief Milari était candidat et puis son dossier a été rejeté parce qu'on avait soutiré une pièce de son dossier. D'ailleurs, ça m'a beaucoup appris. Le mien ne pouvait pas connaître un tel sort parce que j'ai pris toutes les précautions. Donc voilà. Et puis... Le combat étudiantin se termine plutôt bien pour certains d'entre vous qui sont recrutés à l'université. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui est à l'origine de votre recrutement à l'université? Non, pas le combat. Bon, peut-être on peut voir les choses comme ça. Certains estiment que c'est un moyen pour, du moins, vous mettre dans les rangs, pour que vous ne soyez plus un problème pour la gouvernance universitaire. En fait, les gens peuvent estimer ce qu'ils veulent. Comment intervient votre recrutement? Visiblement, moi, je ne suis donc pas dans les rangs. Je pense que je suis la preuve. Comment intervient votre recrutement? Je suis la preuve du contraire. Mon recrutement à l'université se fait de la façon la plus simple. Il se passe qu'en 2005, le recteur Tabi Mangajan, nous avions créé en 2005 ce qu'on appelait le collectif, le comité de défense des intérêts des étudiants de l'université de Yaoundé 2, en 2005. Et le recteur Tabimanga avait donc entrepris, le professeur Tabimanga qui vient souvent dans ce studio, avait entrepris de travailler avec ces étudiants que nous étions à l'époque
pour que nous trouvions des solutions aux problèmes qui se posaient à l'université de Yaoundé 2. C'est comme cela que nous avons été les premiers, pour prendre un sujet badin, à obtenir le resto à 100 francs. Nous avons été les premiers, je dis bien de toutes les universités du Cameroun, à obtenir le paiement de droits universitaires en 2 tranches. C'est d'ailleurs parce que le recteur Bebang Tchumbo avait refusé de le faire à Yaoundé 1 que ça dégénérera là-bas plus tard. Nous avons été les premiers à obtenir la suppression totale et définitive et immédiate des droits universitaires, le rééquipement des amphis en micro, en écran et tout ce qu'on veut, en financement du mouvement associatif et culturel. On avait obtenu tout cela. Bon, maintenant, le recteur Tabimanga, par habitude, avant même qu'il ne vienne à l'université de Yaoundé 2, avait pour habitude, lorsqu'il avait la possibilité de recruter des étudiants, de recruter ceux avec qui il avait souvent travaillé, il l'avait déjà fait à l'université de Yaoundé 1. Et c'est ainsi qu'il va décider. D'ailleurs, fatigué de fait, il avait essayé plusieurs fois, puisque vous parlez de me mettre dans les rangs plusieurs fois. Et puis, en désespoir de cause, il va m'appeler un jour, il va me dire, écoute, Monsieur Libi, je ne sais pas ce que vous voulez faire de votre vie, mais moi, je suis très heureux d'avoir travaillé avec vous comme leader estudiantin. J'ai été toujours subjugué par votre intégrité. Vous avez le sens de la détermination. Je voudrais vous donner une chance dans votre vie. J'ai la possibilité de recruter 2 étudiants. Je vous propose de vous recruter si vous l'acceptez. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Que veut votre père? De quelle famille vous êtes? Je lui ai dit. Il m'a dit, ok, ben, je vais vous donner votre chance. Et puis, quelques semaines plus tard, un de ses collaborateurs m'a appelé et m'a dit que j'étais recruté et que je n'avais qu'à venir avec une demande par formalité. D'ailleurs, ça lui a valu beaucoup de choses à l'époque. Hein. On l'avait accusé de m'encourager dans l'opposition puisqu'il m'offrait un travail. D'ailleurs, plus tard, ça va se compliquer parce que j'ai traîné pratiquement 2 mois, aucun service ne voulait de moi. Et j'ai échoué à Radio Campus. Oui, oui, oui. Pratiquement. Enfin, au point même qu'on craignait que je ne sois peut-être finalement plus recruté, puisque je n'avais toujours pas mon contrat signé. Lorsque on se rend compte qu'il y a une radio qui est à la peine, Radio Campus, qui est logée à l'ESTIC, parce que l'ESTIC est un établissement de l'université de Yaoundé 2. Et c'est comme cela qu'il va décider de m'affecter là-bas. Et puis voilà, je vais, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Votre contrat, c'était un contrat à durée indéterminée? Contrat à durée indéterminée. Et court toujours? Bien sûr. Vous êtes toujours employé de l'université de Yaoundé 2? Bien sûr. Vous allez toujours au travail? Bien sûr. On vous voit partout, en meeting, hors de Yaoundé, vous voyagez beaucoup. À quel moment vous allez au travail? Ben, lorsque je suis sollicité. Je vous l'ai dit il y a peu de temps. Lorsque vous êtes sollicité? Oui, oui, je vais parce que... Je suppose qu'on vous appelle au téléphone pour vous dire qu'il y a du boulot au travail, c'est ça? D'abord, j'ai de très bons rapports avec mon patron, qui est le conseiller technique de l'université de Yaoundé. M. Cabral ne va pas au bureau chaque matin, comme tous les Camerounais? D'abord, je ne peux pas aller au bureau parce que je n'en ai pas. C'est peut-être ce qu'il faut que je vous explique. Oui. Donc moi, je travaille généralement par téléphone et à la maison. Donc lorsqu'on veut que je fasse un travail, on me le demande et je le fais. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque j'ai été relevé de mes fonctions, il y a peu, c'était un choix du professeur Minkwa, il en a tout à fait le droit. Il fait un patron, mais qu'il veut là où il veut, il enlève qu'il veut comme il veut. Lorsqu'il en a le droit, donc il m'a relevé de mes fonctions à Radio Campus et j'ai été affecté en complément d'effectifs dans le cabinet du conseiller technique. Et il se passe que dans le cabinet, le bâtiment qui héberge les bureaux du conseiller technique, il n'y a que son bureau, à lui tout seul. Et je crois ses toilettes aussi. Donc nous autres qui sommes ces cadres, nous sommes sous les arbres. Moi je travaille généralement à l'université de Yaoundé 2 sous un arbre. Et cet arbre est d'ailleurs bien connu, parce que chaque fois que j'entre au campus, je m'assois sous cet arbre et tout le monde me salue, quand il ne pleut pas. Je suis sous cet arbre et j'attends là des instructions qui de temps en temps me parviennent. C'est avec beaucoup de joie d'ailleurs. Je dois donc comprendre que cette semaine, ce arbre ne vous a pas vu? Si. Parfois j'y vais à 8 h, si j'y reste jusqu'à 10 h et qu'il n'y a pas... Et votre salaire passe toujours? Oui. Vous ne vous sentez pas gêné de toucher un salaire, je ne dirais pas indu, puisque vous ne travaillez pas régulièrement? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, M. Obama? Comment vous pouvez dire que je ne travaille pas régulièrement? Avez-vous eu vent de ce que le recteur me cherchait? Oui, le recteur, j'ai moi-même rencontré le recteur un jour qui estimait que vous n'êtes pas présent à votre poste. C'est la raison pour laquelle il vous a du moins retiré les fonctions de directeur de la radio campus. Ok, j'en prends maintenant de votre confidence avec lui. Vous imaginez là où je l'ai rencontré? Pourquoi? Au restaurant, où vous savez. Sauf qu'à l'époque, je n'étais pas candidat. J'avais même pas lancé, j'étais pas candidat. Vous étiez en plein dans l'opération 11 millions, peut-être que ça vous occupait plus que votre boulot. Ah ok, alors moi il me souvient, peut-être vous vous rappelez de l'époque, quand j'ai même, parce qu'après que j'ai été relevé et affecté à
s'assoit. Vous vous souvenez même qu'il y a eu un communiqué un jour me demandant de rejoindre mon poste. Poste que j'avais quitté le vendredi. Et j'apprenais que le communiqué était publié le lundi. Donc j'avais été absent du poste le week-end comme tout le monde, évidemment. Donc voilà, je m'en étais expliqué et puis d'ailleurs plus tard, ça s'est réglé. Donc depuis lors, je n'ai pas fait l'objet soit d'un rappel à l'ordre. Si vous connaissez bien le professeur Minkwa, vous devez savoir que c'est quelqu'un de particulièrement rigoureux, n'est-ce pas? Et je ne le connais pas particulièrement. S'il vous fait des confidences, vous devez bien vous connaître. Ce n'est pas une confidence, c'est une question en public. Ah, ok. Apprenez à mieux on le retient connaître. que le salaire passe toujours. Apprenez à mieux le que connaître. Vous travaillez quand on vous appelle qu'il y a une tâche particulière, que vous travaillez sous un arbre. C'est bien ça? Mais si vous voulez, je vais me répéter, mais je préfère pas. Je disais donc que si vous faisiez l'effort de mieux connaître le professeur Mikwaché, vous sauriez que c'est quelqu'un de particulièrement rigoureux. Et je peux vous garantir que si vous ne travaillez pas à l'Université de Yaoundé 2, le professeur Minkwa vous le fera savoir que... Peut-être qu'il a été ralenti dans son élan, qui sait? Ah ben... Alors je vous donne raison, vous ne le connaissez pas. C'est bon, débat clos. Parce que si vous connaissez le professeur Minkwa, vous sauriez qu'on ne peut pas le ralentir dans son élan. Pourquoi jeunes, passez-moi l'expression, comme vous, appréciés par le recteur Tabi Manga, apprécié par le public, ne finit pas son cursus académique, je veux dire le doctorat, avant de se lancer en politique? Ben, écoutez, si le président Biya avait été docteur, et le président Idio avant lui, et peut-être le président Obama, le président Macron, le président Kagame, président avait été des docteurs, peut-être que je m'en serais servi comme référent. Donc je trouve votre question, bon, comme je vous ai souvent éveillé, je ne dirais pas un mot qui ne soit pas gentil, mais ça m'a l'air un peu bizarre, quoi. Ça a l'air bizarre. Oui, fait que vous établissiez une relation étroite. Pourquoi après le bac, Cabral n'est pas devenu conseiller municipal, par exemple, hein, puisque tant qu'on y est, on peut s'arrêter à tout moment entrer en politique. Vous pensez aujourd'hui que la politique est plus importante que vos études? Alors, vous étiez certainement distrait tout à l'heure quand je reprenais mon parcours. Si vous aviez bien suivi, j'ai eu le bac à 18 ans. À l'époque, je ne pouvais pas être candidat à 18 ans. Donc, permettez. Il n'y a pas seulement la politique qui se voit à vous. Mais écoutez, je suis encore un citoyen souverain, M. Obama. Je décide de quand je veux de faire la politique. Je décide. Je me suis donné un temps d'apprentissage. Et c'est peut-être ça que vous voulez que je mette en exergue. Je vous dis qu'en 2004, déjà, je me suis révélé. Ces coupures de presse, je me rappelle encore ce jour je crois, du 17 avril 2004. Pour la première fois de ma vie, je faisais la une avec ma photo du journal Mutation, Nouvelle Expression, Nouvelle Afrique de M. Biloua. Ici, je passais mes premières interviews à RFI avec David Ndachitanye, paix à son nom, David Mihamle à BBC, qui est maintenant, je crois, au Sénégal. Donc, je rencontrais pour la première fois ceux qui m'avaient passé l'interview, je peux vous donner leur nom. Romuald Konlak, qui à l'époque travaillait à Mutation, qui est maintenant le REC, le journal du jour. Thierry Ngongan, que j'avais rencontré, Rodrigue Tongue, ce sont des jeunes journalistes que j'avais connus à l'époque. Roger Kiyek de Kiki, qui me recevait. C'est suffisant pour être candidat à l'élection présidentielle, avoir été à la une des journaux? Non, évidemment que ce n'est pas suffisant. Je vous parle des affaires d'il y a 14 ans, dont j'ai fait mes classes. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais rencontré des personnes qui m'ont beaucoup influencé, comme Tif Mila Asouté. Mais par la suite, j'en ai rencontré d'autres. J'ai continué mon combat. Vous auriez dû dire aussi, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, que j'étais chroniqueur ici. Donc j'ai continué à faire mes études, j'ai continué à apprendre, j'ai continué à militer pour des causes dans d'autres associations. J'ai continué à vendre mon expertise, à peaufiner mon expertise. Et puis j'ai estimé, là je faisais tout cela dans la perspective de 2018 justement. Et à un moment, j'ai estimé qu'il était temps que je me lance en politique. Pour peu que je l'avais annoncé, la suite elle est connue. Des jeunes s'en sont emparés lorsque j'ai lancé l'opération 11 millions d'inscrits. Des jeunes s'en sont emparés et puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Je suis quand même le premier candidat de l'histoire du Cameroun qui devient candidat grâce à une levée de fonds populaire. On en parlera. Pourquoi démarrer, du moins entamer sa vie politique, du moins, vous allez me passer l'expression, par l'élection présidentielle la plus grande d'ailleurs. Les élections législatives municipales sont passées, vous auriez dû commencer par là pour faire vos classes. On ne fait pas ces classes en étant à la une d'un journal, en passant à la télé. Pourquoi on n'a pas suivi ce parcours-là? Aujourd'hui, si on avait un Cabral Libi, député ou sénateur, candidat à l'élection présidentielle, on se dirait il a fait ses classes. Oui, c'est une option, effectivement.
Il y a des personnes qui deviennent candidats aux élections présidentielles dans le monde après avoir été élus ou après avoir essayé d'être élus à d'autres élections. Il y en a aussi, bien nombreux, dans des proportions égales d'ailleurs, qui ont construit leur parcours politique autrement que par des tentatives multiples aux élections et qui deviennent candidats et qui même réussissent à se faire élire. Ça aussi, ça existe, vous le savez, non? Donc j'avais le choix, j'en ai fait un. Le choix d'être candidat directement à l'élection présidentielle. Absolument. Si vous êtes élu, Cabral, on posera des questions sur votre projet de société tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez prêt sur le plan de l'expérience? Vous avez certes été leader estudiantin, vous avez dirigé une radio, vous n'avez jamais dirigé une entreprise sérieuse, du moins qui emploie peut-être plus de 100 personnes. Vous n'avez pas l'expérience dans l'administration, la haute administration camerounaise. Mais là, il ne s'agit pas d'une émission de télévision, d'un groupe d'étudiants. Il s'agit du Cameroun, 25 millions de Camerounais qui comptent sur votre décision. Est-ce que vous vous sentez mature? Est-ce que vous avez l'expérience requise pour cette fonction? Mais bien sûr. D'abord, quand on devient président de la République, on gouverne avec d'autres. Ça, vous devez le savoir. C'est ce qu'on dit, hein? Donc, il faut être président de la République pour savoir ce qui se passe réellement. Pour devenir président de la République, on n'a pas besoin de réunir avoir exercé toutes les autres fonctions, avoir passé toute sa vie en politique. Non. Si cela était vrai, l'actuel président du Cameroun serait un fleuron, serait une référence mondiale. Parce qu'il me semble qu'il n'a peut-être pas été élu, mais il a été à mon âge déjà, il cumulait en 68, non, il était de 3 ans mon cadet en 68, déjà qu'il cumulait les 2 fonctions de secrétaire général à la présidence de la République et directeur du cabinet civil, il avait juste 35 ans. Cela suppose qu'il avait un vécu dans la haute administration. Mais absolument. Ouais. Et 36 ans plus tard, en tout cas après son accession à la magistrature suprême, nous voyons l'état du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi un tel désastre managérial vous fait rire. Ça vous rend paradoxal. Donc ça devrait plutôt vous donner une expression de gravité. Donc je suis en train de vous dire que... Vous n'allez pas me recommander des images sur le plateau, Cabral, dites ce que vous avez à dire. C'est une suggestion. Oui. Mais moi, ça ne me fait pas rire du tout, justement. Et du coup, je me dis, je suis chanceux de n'avoir pas fait partie là, de ce groupe, de ces gens qui sont là depuis une éternité, pour certains depuis la période de l'autonomie interne. Et tout ce qu'on sait d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont jeté les jeunes dans le désarroi. C'est que les gens meurent dans des hôpitaux. C'est que les jeunes, vous avez dit qu'on va en parler tout à l'heure, sont dans le chômage. C'est qu'il n'y a plus de perspective. L'expérience pour vous, c'est que le Cameroun est un désastre, une catastrophe. Voilà la réalité du Cameroun. Je ne vous apprends rien. Souvent, j'ai regardé vos émissions et vous recevez toutes les semaines des personnes sur ce plateau qui vous décrivent le Cameroun avec peut-être une meilleure expertise que moi. Voilà le bilan. Donc, si vous voulez, faisons le bilan donc, de l'expérience de 36 ans, donc des gens qui sont là depuis avant ma naissance, longtemps d'ailleurs avant celle de ma mère, et qui ils sont restés. Voilà le bilan actuel. Monsieur Obama, je suis heureux. Je rends une fois de plus gloire à Dieu de m'avoir dispensé d'appartenir à ce groupe de l'échec. Et je suis donc porteur du rêve, porteur d'un Cameroun nouveau, porteur d'un management nouveau, porteur de sang neuf. Et ça fait de moi une particularité dans cette élection. Et vous répondez à ma question, vous êtes prêt? Mais absolument, monsieur. Merci. On parle de la nouveauté. Hein. Jusque-là, on a 2 nouveautés, 2 principales, disons 3 dans cette élection présidentielle. Il y a eu ce qu'on appelle le fundraising. Du moins, votre équipe de campagne annonce que c'est grâce notamment à la collecte que vous avez pu réunir les 30 millions requises pour être candidat, la caution. Le deuxième élément de cette élection, c'est le tweet du président qui annonce sa candidature. Et je pense que le troisième élément, le plus important d'ailleurs, c'est qu'il y a un jeune de moins de 40 ans qui est candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est la première fois. Alors, parlant de votre collecte de fonds, ça s'est passé comment? Comme je vous l'ai déjà dit, au 9 juillet, lorsque le corps électoral a été convoqué, j'avais en tout et pour tout, nous avions en tout et pour tout dans nos caisses, en termes de reliquats, 1 million de francs CFA. Le 9... Le corps électoral a été convoqué le 9 juillet. Ouais. N'est-ce pas? Voilà, et on en avait pour 10 jours. Parce que le délai pour déposer le dossier, c'est 10 jours. Et puis, j'ai décidé de faire recours à la collecte populaire. Et ça a marché, M. Obama. Vous avez ouvert les comptes à Express Union sans publicité, à Orange Money, Mobile Money, MTN, c'était ça? Je préfère qu'on ne parle pas de cette banque locale que vous venez de citer. Moi, j'aime pas revenir sur ces choses-là parce que c'est le quotidien du Cameroun. Mais le compte qui a été ouvert là-bas, non seulement a été fermé, mais ma fille qui l'avait ouvert
après avoir requis et obtenu toutes les autorisations, a été licencié. Mais ça, c'est un autre débat. À Express Union? Passons à des choses plus intéressantes. Cabral, s'il vous plaît, répondez à ma question. La fille qui a ouvert le compte de votre, du moins pour la collecte à Express Union a été licenciée? Je ne sais pas s'il faut que je me répète souvent pour pourquoi pour la raison? Parce qu'elle a ouvert le... Écoutez, l'affaire suit son cours. Nous, en tout cas, nous avons activé les moyens de droit pour au moins pouvoir rentrer en possession de ce qu'il y avait déjà dans le compte. Je préfère que vous fassiez, je sais qu'à Vision 4, vous savez faire de bonnes enquêtes, vous irez, on vous donnera toutes les indications nécessaires. Vous êtes là, c'est vous la source, non? Écoutez, je ne suis ni le conseil juridique de la fille, bien que nous ayons essayé de lui en donner un, et ni employé de cette banque. Et puis de toute façon, ça ne m'intéresse pas, on s'y attend souvent. On retient que la fille a été licenciée parce qu'elle a ouvert un compte pour la collecte des fonds de votre candidature. Écoutez, les comptes ont été ouverts au nom de notre association, le mouvement associatif. 11 millions. 11 millions de citoyens, qui est une association tout à fait légale. Il y en a plein d'autres qui ouvrent des comptes. Donc, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons pu ouvrir un compte association avec les deux sociétés de téléphonie mobile, Orange et MTN. Nous avons suivi beaucoup de choses là-dessus et c'est le lieu de clarifier. C'est le lieu de clarifier. Et nous sommes heureux. Vous me demandiez tout à l'heure si je suis prêt. Moi, je suis heureux non seulement d'apporter de l'innovation, et aussi de me faire imiter. C'est avec joie. Parce que je vois que d'autres formations politiques, dont les militants avaient excellé dans le dénigrement de cette démarche. Vous parlez du MRC. Et vous vous rappelez même, non, pas spécifiquement, vous vous rappelez même qu'un journal que j'aime beaucoup lire m'avait mis à la une avec mon assiette en disant « aidez-moi avec les tchan-tchan ». Et on a bien vu, il y avait dans cette caricature un monsieur qui passe les mains dans la poche, un peu goguenard, qui dit « mais ce monsieur est-il obligé de descendre si bas pour aller plus haut ?» Eh bien, la réponse est oui. Il a fallu que je descende si bas. Même les écritures bibliques le disent. Si vous voulez être élevé, monsieur Obama, apprenez à vous rabaisser. Et moi, c'est le choix que j'ai fait. Et en cela, au fond, je n'inventais pas la roue. Bien avant moi, dans ce pays, les collectes de fonds ont été faites à des fins politiques. Le parti au pouvoir en fait depuis des années. Vous devez le savoir. Souvent, après des meetings du LDPC, des collectes de fonds ont souvent été faites pour soutenir une candidature, notamment celle de leur champion. Donc, en fait, même au Cameroun, on n'inventait pas la roue. Peut-être c'est la démarche qui était différente. Ce n'était plus fait simplement par les militants d'un parti, oui, mais c'était un appel lancé à tout le peuple. Et nous avons ouvert longtemps avant, hein, parce que les contrats, parce que c'est des contrats, avec Orange et MTN, datent pour MTN de 2 mois avant la convocation du corps électoral et Orange 2 mois. Donc on avait pris ces dispositions en avance. Et j'ai lu des gens qui disaient, avec un compte Orange Money ou MTN Money, on est obligé de faire leur pub ce soir, en tout cas pour moi, ça ne me dérange pas. On ne peut pas obtenir plus d'1 million de francs par jour parce que il y a des conditionnalités, il me semble, oui, parce que c'est limité, c'est plafonné. Effectivement, les comptes particuliers sont plafonnés, mais les comptes associations ne sont pas plafonnés. Ça peut recevoir par jour. D'ailleurs, ça existe. Les entreprises les utilisent, les associations, les organisations les utilisent. Donc, nous avons ouvert ces comptes et puis j'ai lancé un appel. Et je peux vous dire comment ça s'est passé. Le compte de Orange a produit 7 millions. 7 millions. Il y a des documents? Bien sûr, j'aurais pu vous les apporter, mais dans une chaîne concurrente à la vôtre, je les ai donnés d'ailleurs à votre confrère, qui me posait la question. Bon, il mettait des doutes, mais ça existe. Donc, je vous donne, mais je vous promets que demain, j'ai juste oublié, je crois même ça doit être dans le véhicule, je vous le donnerai. Et vous voyez bien le tableau. Et les montants, et c'est ça qui est intéressant. C'est 1000 francs parce que j'avais demandé 1100 francs. J'aime le chiffre 11. 1100 francs. Et j'avais dit, si 30 000 personnes me donnent 1100 francs, j'aurai 31 millions. Et vous allez voir, les collectes les plus élevées, les envois les plus élevés, à Orange notamment, c'est 250 000. Mais après, ça chute. Hein. C'est 1000 francs, 1200, 1300, 500, il y a même eu 300. Et de partout. Parce que vous voyez les noms, c'est de partout. Ça met le nom, ça met la région, ainsi de suite. Ce n'est pas des envois qui sont liés à la tribu? Non, 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 mais c'est ça qui est intéressant. On en était nous-mêmes les premiers subjugués. Vous savez, c'est la grâce divine, tout simplement. Moi, c'est comme ça que j'analyse cela. Parce que vous savez, c'est Dieu qui touche les cœurs des hommes pour faire... Faisons les comptes. 7 millions Orange, MTN. 7 millions Orange, 3 millions MTN. Alors, les compatriotes de la diaspora, chose rare, se sont aussi
mobilisé les compatriotes de la diaspora. Ils ont envoyé environ 9 millions, je crois. Par quel canal? Orange toujours? Non, 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 les compatriotes de la diaspora, ils ont créé une plateforme qu'on appelle Hello Asso. Mais ça se fait en Europe. C'est une plateforme par laquelle les Camerounais qui le désirent envoyaient des petits montants. Je pense qu'ils avaient plafonné à 50 €, quelque chose comme ça. Ça fait 16 millions. Ils avaient, il y a donc eu cette plateforme-là qui a rapporté environ 9 millions. Et les autres 21, même pas 24, parce qu'on a totalisé en tout, au bout, environ 34 millions. Alors, c'était donné. J'aime souvent prendre quelques exemples, juste quelques exemples. Un jour, mon téléphone sonne et un jeune se présente, il me dit: je suis Jean Junior Binzouli. Je donne son nom parce que ça ne lui pose aucun problème. Et puis, il me dit: grand frère, c'est son aîné, on veut te voir dans notre entreprise. Nous sommes situés à tel endroit. Et j'y vais, on discute pendant environ 2 heures ou 3. Et au moment de partir, il me tend une enveloppe, il me dit: ben voilà, entre nous ici dans l'entreprise, on a cotisé pour vous aider. Vous serez candidat, on va vous aider. Et il me tend l'enveloppe. Quand j'ouvre l'enveloppe à la maison, 1 million de francs. Un jeune que je ne connaissais pas. Je pourrais vous prendre Mesmer, son nom, je ne sais pas pourquoi, son Lieu-Dieu. Mesmer, qui au sortir de l'émission Balafon, l'émission, je ne sais plus comment ça s'appelle. Balafon, c'est la radio. Radio Balafon. Ouais. Voilà, parce que 3 jours avant le terme, avant la clôture du dépôt des dossiers, je m'étais rendu à Radio Balafon et je remercie encore très publiquement et très solennellement, et je ne cesserai jamais de le faire, Cyril Boujiko, qui est le promoteur de ce média, qui m'a dit: écoute Cabral, tu es jeune, tu es à la peine, parce qu'il m'avait appelé, il me dit: mais tu es à quel niveau? Je lui dis: je suis vraiment à la peine, j'ai toujours pas pu réunir les fonds. Il m'a dit: viens à Douala Cabral, je te donne mon antenne, sensibilise les populations, je l'ai souvent fait pour d'autres, je le fais pour toi, et puis parle aux Camerounais, ils vont t'aider. Et je me souviens, ce jour, je suis sorti du studio, Lieu-Dieu Mesmer, qui est un opérateur, un jeune opérateur économique. Il est venu à la fin de l'émission, il m'a dit: grand frère, voici mes 30 000 francs. Moi, je suis vendeur à la Sofette, je viens te donner mes 30 000 francs. Et à Douala, j'ai reçu, vous avez des gens m'appellent, voilà, on veut vous donner 500 000, comment on fait? Moi, je suis dans telle ville, je veux vous donner 200 000, comment je fais? Moi, j'ai 1 million à donner, comment je fais? C'était vraiment étonnant. Il faut avoir vécu ça. Lorsque nous avons fini de compter cet argent, le jour où on a payé, parce que tout était en liquide, quoi. L'argent nous arrivait en compte-gouttes. Donc, on a fini de compter l'argent vers 4 heures du matin. On est resté éveillé de peur que... Le professeur, comment on a compté avec vous? Oui, bien sûr. Ben alors, le prof, on était en ligne. Lui, d'ailleurs, aussi a fait un lobbying incroyable. Beaucoup de contributions sont venues de Ngaoundéré, d'abord des membres, des militants du parti Univers. Et vous savez, c'est encore le lieu pour moi de m'arrêter et de rendre hommage à ce grand homme. Vous savez, on rencontre des gens dans la vie et parfois on ne soupçonne pas la grandeur d'âme. Ce monsieur que vous voyez là à l'écran, il est d'une grandeur d'âme incroyable. Vous savez, dans l'opération que j'ai menée, 11 millions d'inscrits, c'est le seul homme politique qui a accepté de nous accompagner, et c'est le cas jusqu'aujourd'hui. Et il s'est démené comme il a pu, justement, pour que nous arrivions à 30 millions. Donc, je peux vous le dire aujourd'hui de façon solennelle, avec preuve à l'appui. Je remercie les compatriotes. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de leur dire que maintenant, nous avons pour objectif de lever 200 millions de francs CFA. 200 millions? Nous avons pour objectif de lever 200 millions de francs CFA pour la campagne. Et d'ailleurs, je profite de votre espace. On ne s'est pas concerté. Je ne sais pas ce que ça vous vaudra, mais j'en profite pour tendre à nouveau la main à mes compatriotes du monde entier. Nous devons lever, c'est le prochain défi, 200 millions, pour que nous bâtions campagne comme nous le souhaitions. Jusqu'ici, nous travaillons au projet de société, on va en parler tout à l'heure, aux mécanismes, aux stratégies, tout cela est arrêté. C'est l'argent qu'il nous faut. Et croyez-moi, M. Obama, nous allons lever cet argent par la grâce de Dieu, ce Dieu qui touche les cœurs des Camerounais, pour qu'ils aident les âmes humbles. Ça ne vous vaudra rien, parce qu'ici, c'est une télévision qui ouvre l'antenne à tous les candidats. Ah, vous avez raison. Il y a une rumeur. Pas seulement à tous les candidats, mais à toute forme de déclaration. J'en ai souvent suivi quelques-unes ici. Mais c'est pas parce que les gens... Vous n'allez pas régler vos comptes, Cabral. Alors, il y a une rumeur qui a circulé. Il y a une rumeur qui a circulé sur la toile, faisant état d'un financement qui serait venu d'un proche de Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC. Qu'en est-il? D'abord, les proches de Jean Kouété ont tout à fait le droit de m'aider, s'ils en ont envie. C'est le cas? Et est-ce qu'il y a un proche de Kouété qui Donc, va aider? s'il y a des proches de Jean Kouété
qui veulent nous aider à constituer la cagnotte de 200 millions, leurs contributions sont les bienvenues, y compris celle de Jean Kouété lui-même, qui a tout à fait le droit, en sa qualité de citoyen, d'accompagner, comme il le souhaite, un compatriote. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a un proche de Kouété qui a apporté son appui à votre fundraising? Ben, écoutez, M. Obama, je vous savais plus rigoureux avant. Il faut que désormais, dès que le premier oisif publie des sottises et que vous veniez me poser des questions là-dessus, quelle est la source de cette information? Vous ne répondez pas à la question, Cabral. Mais la source est fausse, donc ce qui est dit est fausse. La source est oisive. Je veux qu'on me dise que telle personnalité bien connue, telle personne bien identifiée a dit. Ben, vous dites on dit. Je veux répondre à votre question, mais aidez-moi à y répondre. Faites preuve de beaucoup plus de sérieux. Dites-moi, c'est telle personne, la source. Bon, maintenant, vous pouvez toujours cacher votre source, c'est tout à fait de votre droit, vous n'êtes pas obligé. Mais monsieur, tout à l'heure, c'est sans retenue que vous avez cité la source recteur de l'Université de Yaoundé, le professeur Minkwachi Adolphe. Alors, allez-y, vous avez peur de celui-là? Dites, c'est elle qui a dit. Je répète, l'actuel, plusieurs journaux parlent d'un financement. Ah, ok. Voilà. C'est bon maintenant? C'est donc la toile qui est votre source. Non, pourquoi je sais c'est pas la toile? J'ai dit la presse également. Il y a plusieurs journaux qui en ont parlé, notamment de ces financements qui seraient d'un proche de Jean Kouété. Alors, je vais vous dire, j'ai acheté un journal il y a 2 jours qui a titré en grande une « Clash entre Cabral Libye et Nkouvonda ». Je ne sais pas où ils sont allés piquer la photo du prof, il avait la bouche un peu tordue et moi j'avais les yeux un peu noirs. Et j'ai appelé le prof, j'ai dit « Prof, peut-être ça nous est arrivé dans une autre vie, il était mort de rire ». Ça, c'est un journal. Il y a la toile, puisque vous parlez de toile. Vous savez, un jour, j'ai appris dans la toile que j'avais reçu une mallette d'argent. Et moi, je vais vous donner la source. La source est un compatriote oisif, quelque part dans l'Hexagone, qui avait donc titré « Il se peut qu'il ait été dans la police dans une vie ». Et que pour des malversations, enfin, ça aussi j'ai lu dans la toile, donc je ne sais pas quel est le crédit qu'on est. Ah, vous lisez également dans la toile alors? Mais bien sûr, mais je suis en train de vous dire ce que j'ai lu dans la toile. J'ai donc lu que j'avais reçu une mallette d'argent, en main propre, de Paul Biya, et que j'étais donc descendu aux États-Unis avec cette mallette d'argent, dont le montant tournait autour d'1 milliard, pour aller distribuer donc cet argent à des Camerounais vivant aux États-Unis pour qu'ils votent ou battent campagne pour Paul Biya. Voilà le genre de choses qu'on lit sur la toile. Donc, peut-être qu'une source proche de celle-là a donc publié l'info que vous donnez. D'ailleurs, dans mon équipe, on m'a même dit qu'il se peut que ce soit la même source qui avait dit, mettant d'ailleurs en jeu son statut d'ancien flic, que j'avais voyagé avec une mallette d'argent. C'est donc la même personne qui a d'ailleurs dit, je crois, que j'ai reçu l'argent d'un proche de Jean Kouété et que ma candidature allait être rejetée parce que j'appartiendrais à 4 partis politiques et que, voilà, je ne sais même plus... Enfin, il y a un tas de... D'accord. Je vous l'ai dit, les basses choses meurent de leur propre médiocrité et je vous en conjure, M. Obama, je vous sais assez élevé. Ne tombez pas dans la médiocrité et les basses choses. J'espère qu'on n'est pas élevé quand on pose des questions qui vous conviennent. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous savez du National Democratic Institute? National Democratic, c'est le NDI. Oui, vous en savez quelque chose? Oui, bien sûr. Vous travaillez avec eux? Non. Vous collaborez avec eux? Non. Est-ce qu'ils vous ont financé d'une manière ou d'une autre? Bon, en tout cas d'une manière directe, non. Mais peut-être que dans l'anonymat de la levée de fonds populaires, peut-être que l'un des membres de cette association a pu envoyer 1100 francs. Est-ce qu'il y a des personnalités connues qui ont apporté un appui à votre fundraising? Des personnalités connues d'un certain rang. Vous voulez dire des personnalités politiques? Politiques, ouais, par exemple. Christophe Fomouniou, vous a-t-il apporté un appui? Non. Pas jusque-là? Non. La dernière fois que j'ai parlé avec Christophe Fomouniou, c'était pour lui faire des condoléances, lui adresser mes condoléances parce qu'il avait perdu un parent. Ah, vous êtes proche alors? Plus ou moins, en fait. Je suis proche d'un certain nombre d'acteurs politiques ou de la société. Est-ce que Christophe Fomouniou est l'un des appuis de la candidature de Cabral à l'élection présidentielle à venir? Quand je dis appui sur le plan financier, est-ce que les 200 millions que vous souhaitez avoir, vous comptez sur lui peut-être? Non. Mais écoutez, je compte sur lui aussi. C'est un compatriote. Donc il a tout à fait le droit de contribuer. Oui, bien sûr, M. Christophe Fomouniou, si vous êtes à l'écoute, si jamais vous êtes à l'écoute, que vous pouvez nous envoyer même la moitié de cet argent, faites-le. C'est avec beaucoup de bonheur que nous nous en servirons à bon escient.
Cabral, vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. On va parler de votre projet de campagne. C'est ce que vous proposez concrètement aux Camerounais pour résoudre les problèmes qu'ils connaissent au quotidien. Sur le plan économique, que propose Cabral Liby? Sur le plan économique, nous proposons des solutions claires. D'abord, j'aime toujours, commençons par la définition, c'est quoi l'économie? L'économie, globalement, c'est la bonne administration des ressources dont on dispose. Et parmi les ressources dont on dispose, il y a la ressource humaine, il y a la ressource foncière. Je m'arrête un peu sur la ressource foncière parce qu'on va aller droit au but. Nous proposons de relancer l'économie, de créer de la richesse par la terre. Et pour y parvenir, nous avons décidé de relancer un peu comme le président Ahidjo. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on m'appelle Macron, je préfère encore qu'on m'appelle Ahidjo des temps modernes. Nous allons relancer la révolution agricole. Le Cameroun dispose globalement, toute la superficie du Cameroun, de 47 millions d'hectares. 17 millions de cette superficie, c'est des terres arables. Et d'ailleurs, une statistique qui est officielle, elle a été donnée par le président Biya, nous renseignait de ce que seulement 5% de cette superficie est exploitée. Alors que des pays de développement comparables aux nôtres, en fait, oui, économiquement comparables, par le passé, comme la Malaisie, l'Indonésie, sont à plus de 55%, d'ailleurs même l'Afrique du Sud ou le Ghana, 55% d'exploitation de leur superficie arable. Donc nous allons en 5 ans, parce que notre projet, dans une première partie, c'est 5 ans. En 5 ans, nous allons mettre en exploitation 1 million d'hectares. Je me trompe peut-être, au Cameroun, c'est un mandat de 7 ans. Nous avons fait notre planification sur 5 ans. C'est d'ailleurs l'occasion de... On va y revenir tout à l'heure. Parce que moi, je l'ai dit, si je suis élu, au bout de 5 ans, j'organise des élections. Je l'ai dit depuis le 10 février 2018, dans mon discours adressé à la jeunesse. Au bout de 5 ans, je fais des élections à 2 tours, auxquelles je ne suis pas candidat. Je le répète encore sur votre plateau. Donc notre planification, c'est 5 ans. En 5 ans, nous allons mettre en exploitation 1 million d'hectares, à raison de 200 000 hectares par an, 20 000 hectares par région. Et pour ce faire, nous allons injecter 500 milliards de francs CFA de notre budget, que nous aurons ramené à 5 500 milliards dès 2019 et que nous aurons rééquilibré, en tout cas dont les dépenses auront été rééquilibrées, à raison de 43% pour l'investissement, 44% pour le fonctionnement et 13% pour le service de la dette. Donc les 500 milliards, c'est pour les aménagements fonciers, pour la préemption des terres, pour les intrants, l'organisation des unités paysannes, ce d'autant que nous avons pour objectif non plus seulement d'exploiter la terre pour en extraire le fruit, mais de créer dans chaque arrondissement, en tout cas les communes rurales, une unité industrielle de transformation du produit de l'activité agricole. Et je peux vous dire que seulement en le faisant dans ce pays, en 5 ans, nous comptons générer environ 2 100 000 emplois. D'abord, pour ceux qui peuvent faire le calcul, ils savent que 1 hectare mis en exploitation, c'est un emploi direct. Et seulement en mettant en exploitation et en comptabilisant les emplois directs, ça fait 1 million d'emplois. En termes d'emplois indirects, ça fait beaucoup plus. Mais nous calibrons sur une unité agricole, une commune agricole bien connue, qui est celle de Niété, qui sur 17 000 hectares en est à 6 700 emplois directs. Donc si vous faites ça fois 300 communes, vous en êtes pratiquement à 2 100 000 emplois. Ça, c'est une... Non seulement nous allons générer de l'emploi par la terre, nous allons générer de la richesse et nous allons relever notre économie. Vous allez me demander tout à l'heure comment on trouve l'argent, je vais répondre à votre question. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'investissement. Vous savez, il est encore possible dans ce pays d'arriver à une croissance à 2 chiffres. En 1980, le Cameroun en était à 10,2. En 1981, on était même arrivé à 17,3 de croissance. Ça a existé dans ce pays, sous Ahidjo notamment. Il est possible de revenir. Simplement parce qu'en réalité, le Cameroun en ce moment-là avait une politique soutenue d'investissement. Et nous allons investir sur des secteurs bien prioritaires. Nous refusons l'approche actuelle du gouvernement actuel, qui est celle du Big Push, mais ça vous devez le savoir, parce que vous avez reçu d'ailleurs le groupe de travail dans une de vos émissions qui a effectué ces travaux sous la houlette du professeur Ngouatabi. Nous préférons, et nous sommes d'avis avec eux, la transformation structurelle. Nous avons travaillé sur leur document, c'est un travail de l'université de Yaoundé 2. Donc il y a des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons
investir. D'abord, la route. Nous comptons bitumer dans ce pays, tous les ans, pendant 5 ans, 1000 km de route pour relier tous les arrondissements du Cameroun entre eux. Cela est possible. Ça va coûter 400 milliards de francs CFA par an. C'est possible. Nous, encore que les 400 milliards, parce que le kilomètre de route, selon la Mercurial et même le rapport de la Conaroute, le kilomètre de route bitumée au Cameroun est l'un des plus chers d'Afrique. Ça, c'est le rapport de la Conaroute qui l'a dit, parce que nous sommes ça part de 400 millions à plus, alors que la moyenne en Afrique est de 250 millions. Mais nous partons même de la base de la surfacturation camerounaise, ça va faire 400 milliards par an, c'est possible. Nous allons également investir dans l'énergie. Et dans l'énergie, nous allons investir dans l'énergie qui est à notre disposition. Le Cameroun dispose d'un potentiel hydroélectrique de 20 000 MW, c'est établi, mais nous en sommes à une telle lenteur et à de telles lourdeurs que de 1998 à 2018, nous n'avons pu produire que 500 MW. Ce que nous voulons faire tous les ans, c'est possible de produire dans ce pays, dans un programme quinquennal, de produire 500 MW d'énergie électrique par an. Je vous ai donc parlé de l'énergie, je vous ai parlé des routes, des transports, je pourrais même y ajouter le rail, parce qu'il est possible aujourd'hui d'envisager de construire un rail qui partirait, un chemin de fer, qui partirait de Kribi à Kousseri. On a évalué ces 3500 km à raison de la moyenne qui est de 1 milliard par kilomètre, 3500 milliards, qui pourraient être levés en 5 ans grâce aux fonds propres et aussi aux investissements directs étrangers. Par ce secteur prioritaire-là, nous lèverions des richesses, nous résorberions la problématique de l'emploi. C'est d'autant que nous n'oublions pas le secteur public. Et ça, on ne le dit pas toujours suffisamment, mais c'est ça toujours un pan en économie. C'est que le taux d'encadrement administratif ou d'encadrement public au Cameroun est de 1%. Alors que le seuil tolérable pour envisager l'émergence est de 10%. D'accord. Mais c'est parce que, non, mais je finis rapidement par là. C'est parce que nous sommes dans un environnement où, en fait, contrairement aux idées reçues, l'État est absent. Il faut recruter M. Ernest Obama et nous en ferons une priorité. Pour une rallonge budgétaire de 100 milliards par an, nous allons recruter 40 000 agents publics, 22 000 pour le seul secteur de l'éducation, 8 000 pour le secteur de la santé, 8 000 pour le secteur de la sécurité et de la justice et 5 000 pour les autres secteurs. J'espère que le calcul est bon. D'accord, merci pour les positions. On va causer quelques questions au ping-pong en ce qui concerne l'économie avant de passer à un autre secteur. D'où vient l'argent? On parle de 500 milliards à injecter dans l'agriculture, rééquilibrage des recettes budgétaires entre ce qui est dépensé, ce qui est consommé. Comment vous faites? L'argent vient d'où? L'argent, on le trouve parce qu'il existe. Et je vais vous faire quelques simulations. D'abord, je n'évoque même pas la question de l'exploitation de matières premières. C'est même facile. Le pétrole, le bois, l'or, le diamant, qui sont aujourd'hui dans une exploitation tout à fait catastrophique, au détriment évidemment du Camerounais. Mais, M. Obama, simplement en rationalisant le fisc, vous levez des fonds de façon incroyable. Vous estimez qu'actuellement le fisc n'est pas rationalisé? Ben oui, je vais vous expliquer. D'abord, au Cameroun, il est possible de relever les recettes sans augmenter les impôts. On peut même envisager de les baisser. C'est pour ça que j'ai dit à l'un de vos confrères récemment que l'impôt sur les sociétés, nous, on va le baisser de 3 points. Il va partir de 35%. Je vous donne encore le chiffre qui est disponible parce que je l'ai vérifié en sortant de chez moi tout à l'heure sur le site du ministère des Finances. Moi, je suis très accroché aux chiffres. C'est 35%. On peut le baisser de 3 points. De 35% à le mettre à 32%. Parce que l'entreprise, elle étouffe. On peut également envisager des allègements fiscaux, M. Obama. Vous savez, il y a aujourd'hui des recettes qui ne sont même pas budgétisées. Carrément. Si je vous dis, si vous avez déjà suivi un jour un importateur, il va vous dire que lorsqu'il veut verser ses droits de douane, il donne 12 500 à la banque. Si vous faites le calcul, c'est énorme. Où est-ce que ça va, cet argent? Sous quel contrat? Ça va où? Comment on l'appelle? Le bordereau électronique de surveillance de cargaison, qui est prélevé aujourd'hui, évidemment au profit du Conseil national des chargeurs, mais ça c'est une convention qu'on peut réviser, qui est prélevé aux importateurs.
même au niveau de l'aéroport, c'est ça qui est incroyable. Mais ça va où? Les taxes phytosanitaires que l'on prélève, ça va où? On pourrait budgétiser cet argent. Mais ça, c'était l'allègement. Je vais vous prendre un cas. Monsieur Obama, est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises dans ce pays qui ne payent pas d'impôts? Je prends la Société Générale de Surveillance. Ça, je prends juste un secteur, le secteur de la douane. La SGS. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, elle n'existe en Afrique que dans 2 pays maintenant, le Cameroun et Madagascar. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Est-ce que vous savez, monsieur Obama, que pour le mois de juin, par exemple, les impôts, la douane a levé seulement à Douala, secteur A et B, 70 milliards. Et que sur les 70 milliards, la SGS est intervenue sur environ 60 milliards, selon des mécanismes longs à expliquer. Et que sur ces 60 milliards, la SGS réussit à générer des recettes de l'ordre de 2,5 milliards sans qu'un centime ne soit versé. Parce que ce que vous devez comprendre dans ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut générer des recettes au Cameroun sans augmenter les impôts en élargissant l'assiette fiscale. Et quand je parle d'élargissement de l'assiette fiscale, souvent, facilement on pense au secteur informel. En fait, on pense aux vendeurs de piments, aux vendeurs de beignets, et on a tout fait de dire, mais oui, tous ces gens-là, ils ne payent pas les impôts, donc si on élargit l'assiette fiscale, il faut commencer par eux. Encore que eux, même s'ils ne payent pas les impôts, au moins leur argent tourne au Cameroun. Mais moi, je vous parle de grosses entreprises qui génèrent 2,5 milliards de recettes, je dis bien de recettes, par mois. Par mois. Je vous parle là du mois de juin, et qui ne payent pas un centime d'impôt à l'État. C'est pas normal. Alors, je vais évoquer une entreprise qui souvent dérange. Ça a valu même à certaines personnes d'aller en prison. Je vais peut-être pas m'attarder puisque je vais encore rester longtemps libre. Les plantations de Openja. Est-ce que vous savez, monsieur Obama, que cette grosse entreprise ne paye pas, après toute vérification et toute enquête faite par mes équipes, 1 centime à l'État en termes d'impôts? C'est quand même responsable. Mais évidemment, c'est pas vous qui êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui. Continuons. Mais vous parlez. Alors, monsieur Obama, dites-moi, les radars, peut-être vous êtes un bon conducteur. Alors, si vous circulez sur l'axe lourd et que vous êtes en dépassement de vitesse, souvent vous êtes flashé et vous payez 25 000. Vous avez déjà bien observé la quittance qu'on vous donne. Ministère des Finances, bureau du procureur. Savez-vous si cet argent est budgétisé au Cameroun? Non. Pourquoi? C'est de l'évasion fiscale. Je pourrais même encore aller plus loin. Alors là, c'est très intéressant. Les établissements publics administratifs, qui sont des gouffres à sous, monsieur Obama. Parce que dans notre restructuration de l'État, nous évoquons le toilettage de l'univers, du paysage institutionnel. On connaît les entreprises qui payent les impôts au Cameroun et dont la gestion est connue, qui font des bénéfices. Vous avez, je crois, la Sonara, vous avez la SNH, vous avez la CNPS. Toutes les autres ne génèrent pas de bénéfices, nous dit-on. Pourquoi on continue à y mettre de l'argent? Et le plus intéressant, ou écœurant, c'est que certaines de ces entreprises recrutent même, alors qu'elles ne font pas de bénéfices. Je ne voudrais pas parler de Camtel parce que ça va nous déranger. Mais on pourrait en citer d'autres. Mais ce gouffre à sous, il faut un matin s'arrêter et se demander pourquoi on met... Je ne sais pas si vous avez comptabilisé, j'ai lu un rapport de la Chambre des comptes, mais ça commence à dater, qui a travaillé sur les établissements publics administratifs. D'accord. On a découvert, non mais attendez, monsieur Obama, il y a des choses, il y a la politique. Non, mais encore deux choses que je vais vous expliquer. Allez-y. La première, c'est qu'on a découvert que, vous savez, il y a des sociétés d'État d'économie mixte. Et parfois, d'ailleurs pas parfois, au moment où je vous parle, il n'y a pas un rapport dans ce pays qui peut vous dire que dans telle entreprise où l'État a des parts à hauteur de 50% ou de 45%, voilà le bénéfice qui est généré par an et qui est injecté dans le budget de l'État. C'est un capharnaüm total. Il faut un matin s'arrêter. Alors, dernière chose, comment on trouve des fonds? Je vais vous faire une petite simulation. Monsieur Obama, vous savez que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle les droits d'assises. Les droits d'assises, ce sont les taxes qu'on prélève sur les produits de luxe et les produits nocifs, comme la cigarette ou les alcools. Alors, nous avons fait notre petite enquête et nous avons découvert une niche, vous me remercierez pour ça, une niche incroyable de recettes. Alors, je vais vous faire une simulation. Comment on calcule? Là encore, on est dans un seul secteur, hein, je vous l'ai dit. Je n'évoque pas tous les autres. Supposons que vous achetez un véhicule d'occasion à 10 000 francs. Je vais vous dire comment vous allez faire. Vous allez payer 30% du tarif extérieur commun, c'est le tarif de la CEMAC.
Vous allez, alors ça va monter à 13 000 parce que c'est 30%. Ça va monter à 13 000. Sur ces 13 000, on va faire la TVA. On va appliquer la TVA qui est à 19,25. Ça va donner 15 000 quelque chose. Et sur les 15 000 que ça va donner, 15 500, on va donc appliquer les droits d'assises qui sont de 12%, c'est compris entre 12% et 25%. 12%, c'est ce qu'on applique sur le véhicule. Notamment au Cameroun, les véhicules d'occasion, c'est 12%, les droits d'assises. C'est des produits de luxe. Alors, voici où se trouve la niche. Nous l'avons découvert. Nous sommes entrés, nous avons enquêté jusqu'au système Sidonia, c'est le système automatisé de recettes douanières. Nous avons découvert que pour la cigarette, M. Obama, on ne fait pas le calcul en cascade, comme je viens de dire. C'est-à-dire TEC sur TVA, droit d'assises sur TVA sur TEC. Non. On isole les trois impôts. Ça fait que sur la cigarette, on va vous faire payer le TEC, 3 000, de 10 000. Sauf qu'au moment où on vous calcule la TVA, on ne vous calcule pas la TVA sur les 13 000, mais seulement sur les 10 000. Et au moment où on va vous appliquer les 25% qu'on doit appliquer pour les produits nocifs, au lieu de les appliquer sur les 15 000, on les applique à nouveau sur les 10 000. Résultat des courses, pour des produits aussi nocifs que la cigarette, vous avez une perte sèche, pour l'exemple de 10 000 que je viens de vous donner, de 3 000 francs CFA, organisé dans le système fiscal camerounais. Vous vous demandez comment des gens peuvent asseoir un système aussi appauvrissant pour l'État, aussi appauvrissant pour les citoyens. Tout le temps en train de dire qu'il faut élargir l'assiette fiscale seulement pour les plus pauvres. Seulement pour les plus pauvres, ceux qui souffrent le plus. Non. Il faut un jour mettre un terme à cette gabégie et voilà où se trouvent les recettes de l'État, M. Obama. Merci beaucoup. Quelques questions au ping-pong sur le plan économique. Le franc CFA, vous sortez du franc CFA si vous êtes élu? Mais voilà encore une question qui fait des gorges chaudes. Mais évidemment, M. Obama, que tout État a une quête de souveraineté. Nous sommes un État souverain. Et l'appropriation de l'instrument monétaire est un élément de consolidation de la souveraineté. Donc nous sommes pour la sortie du franc CFA, mais en préservant les acquis. Monnaie binaire. C'est-à-dire la sécurité monétaire et la stabilité monétaire. C'est pour cela que nous pensons qu'il serait fantaisiste et même un peu démagogique de dire, dès que nous arrivons, nous sortons du CFA. Parce que nous ferions perdre à notre économie, tout ce que je viens de développer là, un atout important, qui est l'atout de la sécurité monétaire et même finalement de la stabilité monétaire. Donc nous sommes pour une sortie progressive du CFA. Nous sommes donc pour la renégociation du traité de Fort-Lamy qui a donné naissance au CFA. Nous pensons que le taux de captation, enfin, le taux de convertibilité, le taux de change, comme on dit, pourrait très bien passer de 50% à 20 ou 25%. On commencerait par là. Moi, élu président de la République, c'est par là que je commencerai. Et moi, j'ai d'ailleurs la chance d'arriver à un moment où les esprits sont acquis à ça. J'ai écouté le président tchadien, le président congolais, et même les pays. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé avec des économistes de l'État ivoirien, et même j'ai écouté le président français, le ministre de l'économie en France, qui sont tous acquis aujourd'hui à une renégociation de cela. Donc on commencerait déjà par là. Et ça nous permettrait de mettre à niveau notre économie et d'envisager donc dans les 10 ans, les 15 ans qui viennent, une sortie définitive du CFA. Mais également, il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, préserver autre chose, l'intégration. Parce que vouloir sortir du CFA simplement pour s'isoler, dans un environnement où nous voulons construire l'intégration de l'Afrique, parce que moi je suis profondément attaché au panafricanisme. Et moi je crois que sortir du CFA pour naviguer tout seul, c'est encore faire offense ou entorse à ce panafricanisme. Donc le fait que nous soyons déjà dans une monnaie commune en zone CEMAC, il est bien que même si nous sortons du CFA, que nous sortions tous du CFA pour préserver l'atout d'intégration. Mais en même temps, je pense quand même qu'il faut revoir un peu le fonctionnement aussi au niveau de la BEAC. Mais ça, c'est une négociation que nous ferions ensemble. Parce que ce que beaucoup de gens ne disent pas, on a souvent beaucoup parlé du compte d'opération qui est logé en France, mais on ne parle pas beaucoup du compte intermédiaire qui est logé ici à la BEAC, et qui fait que, lorsqu'on nous reverse notre quote-part sur les 50%, cet argent, lorsqu'il fait nuit ici, est mis dans les marchés financiers, là où il fait jour. Et souvent, nous n'avons pas suffisamment rentabilisé. C'est pour ça que nous allons constituer une armée de, comment on les appelle encore, des traders. Ces jeunes-là que nous voyons souvent dans les films et qui travaillent dans les marchés financiers, mais dans les bourses, pour rentabiliser cet argent qui est souvent dormant à la BEAC et qui est sous-utilisé par notre zone. Il nous reste très peu de temps, il faudrait l'utiliser à ici. Juste une question au ping-pong rapidement. Les APE, vous les renégociez ou pas?
Alors, les APE sont un outil incroyable de développement. Il a déjà été utilisé dans d'autres pays européens, américains et ailleurs. Le vrai problème des APE chez nous, ce n'est pas les APE en soi, c'est la précipitation avec laquelle nous sommes entrés dans les APE, avec un système institutionnel complètement défectueux, avec des finances publiques bancales. Alors, nous pensons, nous, qu'on peut préserver les acquis des APE. Parce que les APE, c'est des accords commerciaux, M. Obama. Parfois, on emploie des termes compliqués. C'est que nous signons des accords avec l'Union européenne et nous vendons au sein de l'Union européenne en franchise de douane. C'est aussi simple que ça. Et eux aussi, ils vendent chez nous en franchise de douane. Sauf que, franchise de douane, c'est-à-dire qu'on ne paye pas les droits de port. Parce que parfois, on emploie rapidement ces termes techniques. La vérité, c'est que le Cameroun ne vend que 7 produits, malheureusement. Le bois, le cacao, le café, les VA, ainsi de suite. Non. Il faut reconstruire le tissu économique camerounais. Et il y a un plan qui a été élaboré, le plan de mise à niveau de notre économie. Pourquoi il n'a pas été financé? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça fera partie de nos priorités. Parce qu'il faut toujours préserver la sécurité des échanges. Moi, je pense qu'il n'est pas question de perdre le marché européen. Non, il faut y vendre. Il faut être compétitif. Il faut être agressif même, si vous voulez. Le Cameroun a quand même droit à la grandeur. Arrêtons tout le temps de réfléchir au rabais. Pourquoi nous, on ne peut pas vendre dans le marché européen? Pourquoi nous, on ne peut pas occuper le marché européen? Et pas seulement. On a signé les accords AGOA avec les États-Unis. Il y a 2700 produits, dont la moitié des produits agricoles, que nous n'arrivons pas à livrer dans le marché américain en franchise de douane. Mais vous comprenez que ce n'est pas par hasard que je vous dis que je vais relancer la révolution agricole. D'accord. On va, sur le plan politique, on va poser des questions au ping-pong pour qu'on y aille rapidement et qu'on revienne sur l'élection elle-même. Si vous êtes élu, vous gardez le Sénat? Non. Vous allez... mais ce sera... Je suis sûr que si je prête serment à 8 heures, dès 20 heures... Le Sénat est dissous. Oui. D'accord. Le nombre de députés, évidemment, dans le respect de la loi. Parce que moi, j'ai besoin de faire des économies. Mais suivez très bien. Le Sénat, c'est 15 milliards. D'ailleurs, vous savez, quand je pense au Sénat, parfois, j'ai un peu mal. Parce que je me rappelle que pendant les 3 premières années de fonctionnement du Sénat, le top management du Sénat louait 4 véhicules à raison de 100 000 francs par jour. Vous pouvez faire le calcul, ce que ça a coûté à l'État. Voilà ce que c'est que le Sénat. Je vous invite aujourd'hui à faire de petites recherches sur la rénovation du logement officiel du président du Sénat. Rarement dans ce pays, une maison n'a été rénovée à plus d'1 milliard. Mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est que le Sénat va être purement et simplement dissous de notre paysage institutionnel. Ça passera par une révision constitutionnelle. Et les 15 milliards, nous allons réserver 3 milliards à un autre organe auquel nous donnerons le jour, la Chambre consultative des patriarches et des anciens. Parce qu'il faut préserver l'esprit de seniorité qu'il y a derrière le Sénat. Parce qu'en réalité, c'est cela. Il faut toujours un groupe organisé de personnes d'un certain âge, gardiens de nos traditions, qui s'assurent que les bornes ne sont pas déplacées. Mais les autres 12 milliards qui restent, j'ai déjà dit d'ailleurs, en d'autres occasions où je les virerai, une partie dans le fonds de développement de la start-up, première chose. Deuxième chose, les autres 5 milliards dans un fonds de développement de médias. Parce que je pense que ça, c'est un autre secteur, vous ne l'avez pas évoqué, d'ailleurs ça m'étonne. Il faut qu'on sorte. Mais oui, les médias, vous êtes là, vous faites un travail de service public. Et on ne peut pas continuer à traiter les médias avec un tel mépris. Il faut affranchir les médias, il faut viabiliser juridiquement les médias, il faut viabiliser économiquement les médias. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas, je ne vous ai jamais suivi sur la question, M. Obama. Comment pouvez-vous accepter, avec la loi de 2015, sur l'activité télévisuelle, 2016, je crois, qu'on vous prélève tous les ans une redevance de 4,5% sur votre chiffre d'affaires hors taxe? C'est quand même incroyable, et c'est dans la loi, on laisse passer. Enfin, le mandat, vous le ramenez à 5 ans, vous l'avez déjà... Évidemment, dit. Deux mandats. Des mandats. Oui. Vous êtes favorable à une décentralisation accélérée ou au fédéralisme? Je suis pour l'État régional. Je l'ai déjà dit. Nous sommes dans une société corsetée. Je suis pour l'État régional. Sauf qu'en ça même, en réalité, je n'invente pas la roue une fois de plus. L'esprit de la Constitution de 96 comporte déjà l'État régional. C'est juste que nous sommes restés arc-boutés sur la mauvaise foi politique ou l'absence de volonté politique. C'est pour ça que nous en sommes restés à cette décentralisation défigurée que nous avons. Non, M. Obama. La commune doit cesser d'être le laissé pour compte institutionnel au Cameroun. Nous vivons, vous et moi, d'abord à la commune. Celui qui connaît le mieux nos problèmes, c'est le maire. Décongestionnons l'État. Ces dispositions sont déjà constitutionnelles. Il y a 7 domaines de transfert de compétences. Je suis conscient que les compétences ont été transférées. D'ailleurs, l'objectif fixé par le DSE, c'était de 90%.
des compétences. En 2015 d'ailleurs, les rapports disent que les 90% ont été dépassés, nous sommes à 92%, bravo. Mais en réalité, c'est le miroir aux alouettes. Parce que au-delà derrière la parure, savez-vous la dotation à la décentralisation, vous savez, elle représente 0,30% de nos recettes. Mais faites simplement de petites analogies. Au Ghana, c'est 7%. En Côte d'Ivoire, c'est 5%. Au Rwanda, c'est 10%. Si vous voulez développer la commune, on sait tous ce qu'il faut faire. D'autres pays de niveau de développement comparable le font. Non, sortons de cette expérience-là où la commune est en réalité à la remorque de l'État. On entre dans la véritable régionalisation du Cameroun. Et je crois d'ailleurs que c'est en partie l'un des facteurs d'exacerbation de la crise anglophone. L'État est asphyxié, l'État est essoufflé. Comment vous pouvez expliquer, M. Obama, et je l'ai découvert sur le terrain, vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur le terrain, comment le reprofilage d'une route de 40 km en terre entre un village et un autre dans la région de l'Ouest peut coûter d'abord 200 millions. Mais ça, c'est un autre problème du Cameroun, la surfacturation surtout. Mais surtout, c'est décidé au minipat. Pourquoi ça ne pourrait pas être décidé au niveau de la commune? Pourquoi ça ne pourrait pas être décidé au niveau de la région? D'accord. Mais à quoi servent les lois de 2004? Les dispositions communes aux régions, les dispositions communes aux communes. Non, il faut mettre un terme à ça. Il faut décongestionner l'État du Cameroun. Il faut donner aux régions, d'abord, il faut donc mettre en place les conseils régionaux, donner aux communes un véritable pouvoir. D'ailleurs, il faut au Cameroun un statut du personnel local. Il faut sortir du seul statut de la fonction publique pour constituer et instituer au Cameroun un statut du personnel local. Il faut même réformer Abessa, c'est important de le dire, le FECOM. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi une entreprise comme le FECOM, dont la totalité pratiquement des fonds, en tout cas une forte partie des fonds proviennent des mairies, mais curieusement le management du FECOM échappe complètement aux mairies. Non, il faut réformer le FECOM pour que d'abord le conseil d'administration soit reconfiguré pour que les communes y soient majoritaires, et surtout que celui qui en est le DG soit désigné par le conseil d'administration véritablement et non plus par le président de la République. Merci beaucoup. On va revenir à l'élection du 17 octobre prochain pour sortir de ce programme. Il y aura encore quelques questions pratiques vers la fin du programme. 9 candidats en lice, 8 challengers contre le président Biya qui est en poste depuis plus de 3 décennies. Le 7 octobre prochain, le Camerounais qui nous écoute ce soir, pourquoi est-ce qu'il devrait mettre dans l'urne le bulletin de vote de votre parti Univers et non pas celui du président Biya et non pas celui de Kamto ou de Akeremouna? Non, d'abord, il faut donner une chance. Il faut que nous donnions une chance. Nous, Camerounais, sortons de l'étouffement, sortons de l'asphyxie. Construisons le Cameroun qui protège ses enfants, qui offre une protection sociale, qui construit un état de droit et qui libère les énergies. Libérer les énergies, M. Obama, c'est accéder au capital. Et permettez-moi encore de le dire, 80% des richesses du Cameroun, c'est un capital mort. Monsieur Obama, vous avez un village dans la forêt, une zone forestière. Et je présume que vous êtes propriétaire terrien. Avez-vous un titre foncier sur les terres que vous avez au village? C'est vrai que c'est moi qui pose des questions ce soir. Bon, si quelqu'un qui nous écoute et qui n'a pas de titre foncier, je veux lui dire, c'est inadmissible. Parce que la loi de 74 et 76, elle est claire. Si vous avez des droits coutumiers sur une terre, vous pouvez l'immatriculer. Mais on vous demande de la mettre en exploitation, on vous demande de faire venir. Mais je vous réponds. Vous ne me répondez pas. Eh bien, moi, je vais vous dire, oui. Construisons ce pays où le titre foncier est gratuit, est donné gratuitement. Parce qu'il faut que les uns et les autres accèdent au capital. Les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de propriété. Ils n'ont pas de titre de propriété. Voilà le pays. Pourquoi voter Cabral et non pas... Mais je suis en train de vous le dire. Je vous dis, M. Obama, que je sors les Camerounais de la misère en les rendant propriétaires de quelque chose. C'est-à-dire déjà par les terres qui sera sont gratuit pour tous ceux qui ont des droits coutumiers sur des terres. Parce que seulement en ce moment-là, on pourra connaître la délimitation exacte du domaine national de l'État du Cameroun. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Votez Cabral Libye parce que pour une fois dans ce pays, vous pourrez aller à l'hôpital et on vous soignera sans que vous ayez à payer quoi que ce soit pendant que vous êtes malade. Parce que par une loi, immédiatement dès que j'arrive, nous allons créer la caisse d'assurance santé publique qui sera renflouée, et je l'ai expliqué dans une autre émission, par la reconfiguration fiscale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et par une contribution obligatoire personnelle qui sera
on va commencer, parce qu'il y aura le régime des salariés, le régime des indépendants, qui commencera à 1000 francs par mois. C'est le système de prépaid, c'est un peu comme les téléphones, le crédit de téléphone. Vous irez à l'hôpital parce que vous aurez payé vos 1000 francs par mois, on vous prendra en charge. C'est compris. Ça demande 700 milliards de francs, parce que selon un document officiel, les soins de santé au Cameroun, aussi entre 600 et 700 milliards. C'est donc possible aussi, M. Obama. Et c'est pour ça qu'il faut voter. Je vous dis encore, votons pour ce pays qui protège, pour ce pays qui libère les énergies. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui spéculer sur une candidature unique? Dans la presse, on parle d'une coalition, on parle du Big Five, Cabral Libi, Akeremuna, Joshua aussi, Ndifo Franklin et Espoir Matoba. Vous êtes prêt à prendre part à être membre d'une coalition qui présenterait un candidat? Mais ça encore, je l'ai dit depuis le 10 février 2018, dans mon discours à la jeunesse. Je suis pour la mutualisation des efforts, au moins pour deux raisons. C'est encore possible maintenant? C'est toujours possible et nous continuons à y travailler. Je suis pour la mutualisation, d'abord pour la sécurisation du vote. Et puis dans l'expectative de dégager une candidature unique de l'opposition qui exercerait dans le mandat de 5 ans, au bout duquel il organiserait des élections à 2 tours auxquelles il ne serait pas lui-même candidat. J'ai proposé une formule simple et j'ai adressé des correspondances à tous les autres 8 candidats, en fait les autres 7, puisque nous sommes 8 de l'opposition. Aux autres 7 candidats, je leur ai adressé une correspondance dans laquelle je leur propose que nous nous retrouvions et que nous procédions à une sorte de vote à 7. Chacun vote pour l'autre et ne vote pas pour lui-même. Celui qui sort de là avec la faveur des suffrages, eh bien, il est élu président selon la formule que je viens de proposer. Mais ça a été accepté? J'ai rencontré certains d'entre eux qui, en réponse à ma correspondance, ont souhaité que nous nous retrouvions. J'ai rencontré déjà par 2 fois le professeur Kamto, j'ai rencontré Maître Akeremuna. Ce matin encore, j'ai changé sur la question avec Serge. Vous pensez que s'il y a un tel vote, vous serez le candidat? Au moins, il y a une convergence sur un point qui est celle de mutualiser. Est-ce que Kamto est favorable à cette option-là? En tout cas, le Kamto avec lequel j'ai échangé était favorable à la mutualisation. Il émet ses réserves, mais ce qui importe, c'est qu'il soit favorable à la mutualisation. Merci. Alors, on va... ça veut dire, s'il n'y a pas de mutualisation, vous irez tous comme candidat, comme c'est le cas actuellement. Évidemment. Quels sont vos atouts? Pourquoi est-ce que sur les 8 autres candidats qui veulent tous battre M. Biya, le président Biya, pourquoi on devrait choisir Cabral, pas Kamto, pas Joshua, pas Akeremuna, pas Gaga? Mais pour le projet... Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Vous savez, je préfère laisser le soin aux électeurs de déceler ce que j'ai de plus ou de meilleur que les autres. Moi, je suis venu à cette émission et avant elle, je vais partout dans le Cameroun. Je suis à plus de 2 fois le tour du Cameroun, à 2 fois et demi. À chaque fois, je tiens le même discours. Et l'impression que j'ai, c'est que ce discours amène mes compatriotes à adhérer à mes idées. Je propose le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Je propose ce Cameroun-là qui crée 2 millions d'emplois par l'agriculture, 1 million d'emplois par la construction, à raison de 50 000 logements sociaux par an. Je dis comment je trouve l'argent. Je propose ce Cameroun où on va soigner quelqu'un sans qu'il n'ait à payer à l'hôpital. Je propose ce Cameroun où on cesse d'asphyxier ceux qui créent de la richesse. Ce Cameroun où on communautarise l'entreprise. Rien n'explique qu'une entreprise commerciale reçoive 200 contrôles fiscaux sur 365 jours. C'est pas normal. C'est ce Cameroun-là que je promeux. Et j'espère que mes compatriotes jugeront que c'est l'offre que je leur fais qui est la meilleure. Sous réserve, évidemment, et moi je me donne corps et âme pour que nous arrivions à la mutualisation. Non pas, excusez-moi de revenir là-dessus, que la mutualisation soit forcément la panacée. Je rappelle encore qu'en 92, on dit que John Frundi a gagné l'élection, il y avait 13 candidats. Je rappelle encore à chaque fois que l'occasion m'est donnée que de 92 à 2018, généralement les 3 premiers engrangent à eux seuls plus de 92% des suffrages. Si vous voulez, je vous rappelle les noms. En 92, Paul Biya, Frundi, Belogouba. En 97, Paul Biya, Samuel Eboa, Hokbenland. En 2004, Paul Biya, Frundi, Ndamdjoya. En 2011, Paul Biya, Frundi, Garga Manadji. Et vous vérifierez à chaque fois, les 3 ont engrangé à eux seuls plus de 92% des voix. Donc, 2018 est même en fait une occasion inédite. À la vérité, il n'y a que 9 candidats, donc c'est historique. C'est même encore beaucoup plus facile pour un candidat, celui qui pourra convaincre ses compatriotes de gagner beaucoup plus facilement. Et je le dis encore, M. Ernest Obama, contrairement aux idées reçues et à tout ce qu'on fait circuler, Paul Biya n'a jamais été si proche de la défaite électorale qu'en 2018. Et vous en aurez la démonstration le 7 octobre. D'accord, quelques questions pratiques toujours. Si vous êtes élu président, qui sera votre Premier ministre? Si je suis élu président, j'aurai une dame, ça je peux vous le dire, comme Premier ministre. Le nom est connu?
Bien sûr, on a une équipe, mais ce n'est pas le lieu. La personne se dévaluera à vous au fur et à mesure que nous avancerons. Et dans votre nomination, est-ce que l'équilibre régional sera respecté? Alors, il est encore important aujourd'hui. Bon, évidemment, le gouvernement, nous, on va le resserrer, parce que ça fait partie des économies qu'il faut faire faire à l'État. Combien de ministères? 15. Et nous le disons et l'expliquons clairement dans notre projet de société. Il faut resserrer le gouvernement. Mais il faut effectivement encore, je le reconnais, appliquer. Nous sommes une mosaïque de langues. Et c'est une question qu'on n'a pas évoquée, parce que l'un des problèmes du Cameroun, c'est celui-là. Bon, on est passé sur la crise anglophone. Mais je vous informe quand même que moi, je vais créer dans ce pays 3 instituts de langue et culture nationale qui vont créer une sorte d'encyclopédie de guide d'interculturalité. Mais bon, c'était dit en passant. Il est encore important dans ce pays de continuer à s'assurer que toutes les sensibilités sociologiques sont représentées dans le champ politique. C'est un gage de paix. Et la crise, bon, du moins l'insécurité dans la partie anglophone, dès le 7 octobre, quelles sont les premières mesures qui seront prises par le président, candidat élu, Cabral? Moi, je ne veux pas être démagogue. Je reste convaincu que la crise anglophone est autonomiste. Elle n'est pas sécessionniste, elle n'est pas séparatiste. Ça veut dire que la mise en place de l'État régional, dont la partie anglophone a d'ailleurs une forte expérience. Nous oublions souvent que les premières expériences de municipalisation au Cameroun ont commencé dans les années 20, par ce qu'on appelait les Native Authorities, qui sont devenus en 1938 les local councils, alors que ce n'est qu'en 1941 qu'en partie francophone, on a commencé avec les communes mixtes urbaines de Douala et Yaoundé. Donc, eux, là-bas, ils savent ce que c'est, mieux même que les francophones, ce que c'est que l'autonomisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une forte nostalgie de l'État fédéral qui est parti de 61 à 72, 11 ans d'expérience. Ça ne passe pas si vite. Donc, l'État régional, de notre point de vue, va déjà juguler la crise. Et puis, on va entrer en dialogue avec ceux qui sont comme on dit, en brousse, avec des fusils. Mais oui, et c'est encore l'occasion pour moi, Ernest Obama, vous savez, je vous vois esquisser un sourire. Mais moi qui suis allé à Batibo, je le rappelle toujours, et qui ai vu un corps sanguinolent de mes yeux, qui venait de tomber sous une balle, je peux vous dire que c'est une situation qui est grave. Et qu'il urge vraiment d'arrêter avec ce qui s'y passe. J'implore encore, je demande aux anglophones, retrouvons le chemin de la paix, se tirer dessus, et c'est encore l'occasion pour moi de m'incliner devant tous ces morts et de dire mes encouragements aux forces de l'ordre qui se battent comme elles peuvent. Vous savez, c'est très difficile, la guerre asymétrique. Il faut vraiment y aller voir ça pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, il faut absolument reprendre le dialogue avec ceux qui veulent dialoguer. Et c'est pour ça que moi j'avais salué l'initiative du cardinal Toumi, qui essayait de rassembler les anglophones autour d'un discours commun pour déceler, au bout de ces dialogues ou de ces assises-là, un interlocuteur pour l'État. Pour ou contre l'homosexualité? Si vous êtes président, vous légalisez l'homosexualité? Non. Non, enfin, j'ai répondu à votre question. D'accord. Si Cabral n'est pas élu le 7 octobre prochain et le président Biya est réélu, il vous propose un poste ministériel, vous serez prêt à entrer au gouvernement? Monsieur Obama, je serai élu le 7 octobre. Non, je sais que vous serez élu. Mais vous ne pouvez pas dire non. J'ai pas dit non. Je suppose. Là, on est dans les suppositions. Personne ne connaît le futur. Mais moi, je vous dis, j'ai une seule supposition. Je serai élu le 7 octobre. Dans l'hypothèse où vous n'êtes pas élu, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec le président Biya? Monsieur Obama, posez la question à monsieur Biya. Est-il prêt à travailler avec moi après le 7 octobre? Je comprends que vous voulez pas répondre. J'espère que comme vous avez mis en place un programme dans lequel vous recevez tous les candidats, j'espère que très bientôt, vous le recevrez ici et qu'il répondra à cette question. Alors, je voulais... il nous reste un peu de temps. Apparemment, ma réponse vous a un peu perturbé. Elle me perturbe, ça me fait marrer en fait. Alors, je voulais savoir, Cabral, sur le plan, on revient sur la question qui revient également régulièrement, l'opération Épervier. Qu'est-ce que vous faites après le 7 octobre de ceux qui sont en prison? Qu'est-ce que vous faites pour ramener les fonds ou les avoirs qui sont aujourd'hui à l'étranger? Comptez-vous poursuivre la lutte contre le détournement de fonds, contre la corruption, de la même manière, avec la même intensité que le président Biya? Avec plus d'intensité d'ailleurs. La chose publique est sacrée. Et moi, je vais la sacraliser davantage. Il faut bien que les gens sachent que dès le 7 octobre 2018, sous le règne de Cabral Libye, de 5 ans que les compatriotes me donneront, quiconque s'amusera avec la chose publique recevra avec la dernière fermeté la sanction qui va avec. Maintenant, nous devons construire un pays de rassemblement.
un pays de cohésion, un pays de paix, un pays de solidarité. Ceux qui sont en prison, ils ont pour certains purgé leur peine. Parce que l'objectif de la sanction pénale, c'est de réparer le tort qui est fait à la société, mais c'est aussi de resocialiser l'individu. C'est d'ailleurs le lieu pour moi de dire que nous avons une politique pour les prisons. Mais bon, vous ne m'avez pas posé la question. Mais pour les grands prisonniers, comme on dit, dont je lis parfois les ouvrages et je suis toujours subjugué par l'intelligence qui caractérise ces ouvrages, au point même d'ailleurs où je me demande où étaient-ils passés pendant qu'ils étaient au gouvernement. Il y a deux catégories de personnes qui sont en prison, de mon point de vue. Il y en a dont les charges sont avérées. Il y en a dont les charges ne sont pas avérées. Dans la catégorie, pour ceux dont les charges sont avérées, ben je leur tiendrai un discours très simple. Aidez-nous à reconstruire le Cameroun. Remboursez-nous ce que vous pouvez rembourser. Et construisons le pays ensemble. D'ailleurs, ils peuvent encore être utiles à l'État. C'est des personnes structurées, intelligentes, expérimentées. Ils peuvent nous être utiles. Pour ceux dont les charges ne sont pas avérées, et pour moi, il y a un parmi eux qui m'a toujours intéressé parce que, d'ailleurs, c'est la seule fois que j'étais resté au tribunal, écouter une sentence du début jusqu'à la fin. C'est la nuit, on prononçait la sentence de M. Marafa et de M. Fotso. D'ailleurs, je me rappelle qu'on y était tous. J'étais encore reporter à l'époque. Et je me souviens toujours de cette phrase du juge Schlick qui disait « Vous ne pouviez ne pas savoir ». Et le juriste que je suis, dans une autre vie, s'était demandé comment on peut condamner quelqu'un parce qu'il ne pouvait pas ne pas savoir. D'aucuns ont appelé ça le délit d'amitié ou le crime d'amitié, puisque la sanction était une sanction criminelle. Non, M. Obama, nous sommes dans un état de droit. Si vous avez des preuves, vous les fournissez au tribunal. Si vous n'avez pas de charge suffisante et solide contre quelqu'un, parce que l'élément matériel du peu que j'ai appris quand j'étais encore en droit privé, c'est que l'élément matériel est l'élément fondamental. On ne peut pas vous avoir accusé d'avoir volé un œuf alors que l'alvéole est toujours pleine. Non, c'est pas possible. Ou alors vous n'arrivez pas à démontrer le vide qu'il y a eu après le vol de l'œuf. D'accord. C'est pas possible. On fait le signe qu'il nous reste, nous arrivons quasiment à la fin de l'émission. Vous avez appris à chanter l'hymne national où? À l'école primaire? Bien sûr, comme tout le monde. Quelle classe, c'était à Sambelima ou à Bodmakak? Non, ça c'est même depuis le jardin. Le jardin. Est-ce qu'il y a une posture pour chanter l'hymne national du Cameroun? Oui, il y a une pratique. Une pratique laquelle? Debout, poitrine, tête haute, poitrine bombée. Bien sûr. Alors cette image qui a fait le tour de la toile, vous, Cabral Libi, candidat à l'élection présidentielle, potentiellement président de la République, à genoux, chantant l'hymne avec un micro en main. Ça fait cabaret, ça fait pas président de la République? Ça fait plus que président de la République. Ça fait un humain, parce que c'est ça un président de la République, c'est d'abord un humain. C'est quelqu'un qui sait exprimer sa reconnaissance. Et je ne sais pas ce qui gêne les gens dans l'humilité en réalité. J'étais à l'anniversaire, parce que j'ai suivi beaucoup de choses là-dessus, notamment sur votre chaîne ici. J'étais à l'anniversaire du mouvement 11 millions d'inscrits. Et je m'étais mis humblement à genoux devant ces centaines de jeunes qui étaient devant moi, que j'ai vu à l'œuvre depuis un an, sous le soleil, sous la pluie, en pleine nuit. D'aucuns ont été arrêtés, d'autres intimidés, bastonnés. Il y en a même qui ont perdu leurs emplois dans ce combat que nous menons. Et je leur disais, souvent on parle de moi et rien que de moi. Vous, vous êtes dans l'anonymat de ce travail de fond. Je me mets à genoux devant vous pour vous dire merci. Et même s'il fallait que je le refasse dans ce studio, je le ferais. Et à la suite de cela, j'ai entonné dans cette posture d'humilité le refrain de l'hymne national. Je l'ai fait le 27 mai 2018 et votre chaîne apparemment ne l'a découvert qu'il y a quelques jours. Et vous n'en prenez pas trop d'autres chaînes, hein, puisque vous faisez antenne. Mais non, c'est une chaîne, et c'est le lieu de le préciser, j'ai des rapports affectifs avec cette chaîne, parce que j'ai contribué aussi à ce que cette chaîne devienne la chaîne respectable qu'elle est aujourd'hui. Au-delà des 34 millions collectés dans le fonds Résine, est-ce qu'avant vous avez reçu de l'argent des tiers qui soutenaient l'action, 11 millions de citoyens? Pas véritablement. Pas véritablement. L'argent avec lequel nous avons fonctionné, c'est l'argent que nous obtenions des cartes. D'accord. Parce que notre mouvement a des cartes d'adhérents, 1000 francs, 3000, est-ce que Cabral, il en reste d'abord. L'article 66 de la Constitution, si vous êtes élu, est-ce qu'il sera appliqué? Vous avez déclaré vos biens? Mais bien sûr. Combien de comptes bancaires vous avez aujourd'hui? Ben, j'ai le compte dans lequel on vire... J'en ai deux. J'ai un compte d'épargne et un compte courant. Combien il y a dans mon compte? Dans le compte d'épargne? Oui. Ou non, en fait, tout ce qui avait a été dépensé dans nos activités politiques, il est à zéro. Compte courant?
Le compte courant, il est vide pour le mois, on n'a pas encore viré le salaire du mois. Vous n'avez rien dans vos comptes actuellement? Oui, je vous le dis. Je peux même vous dire où ça se trouve, vous allez dire que je fais la pub. D'accord. On va peut-être vous laisser le temps habituel qu'on donnera à tous les candidats qui viendront ici pendant les semaines à venir. 2 minutes pour parler aux Camerounais, pour essayer de les convaincre. Peut-être avant, une dernière question avant que je vous accorde 2 minutes. Cabral, on a suivi votre déroulé, votre programme, même si on n'a pas eu le temps de faire le tour. Je suppose qu'il y aura un livre ou un document qu'il présentera. Oui, le livre est en édition. À vos électeurs. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Il a été réélu plusieurs fois. Il a des milliers et des milliers de conseillers municipaux. Son parti est représenté sur l'ensemble du territoire national camerounais. Une expérience qui est connue. Il a le gouvernement avec lui, il a l'administration avec lui, il a une machine électorale. Qu'est-ce qui vous amène à croire que le 7 octobre prochain, vous, Cabral, jeune, peut-être intelligent, qui a un brillant parcours jusque-là sur le plan universitaire, qu'est-ce qui vous fait croire que vous gagnerez face au président Biya? C'est la dernière chose qu'il a, mais que vous n'avez pas citée. Laquelle? Son bilan. C'est ce bilan. Le bilan Qui fait que ces Camerounais qui nous regardent ne peuvent plus l'élire, ne peuvent plus le voter. Vous savez, le bilan du président Biya ne date pas de 2011. C'est le même bilan qu'il a depuis 2004, il a été élu. 2011, il a été réélu. Et quand on regarde quand même les appels du peuple, les meetings qui se poursuivent, on a quand même l'impression que derrière, il y a une machine qui se prépare à le porter encore à la magistrature suprême. Oui, mais son bilan n'a jamais été aussi mauvais que maintenant. Vous savez, le taux de Camerounais qui vivent aujourd'hui avec moins de 500 francs par jour, chiffre officiel. D'accord. 40%. Je vous accorde Voilà des éléments. Vous êtes quand même au courant qu'on séquestre des gens dans des hôpitaux. Je vous accorde les 2 minutes. Ben, écoutez, M. Obama, moi je vais créer dans chaque région du Cameroun un centre de prise en charge des urgences hypertensives, comme on dit. Parce que je me me suis pose une rendu question. Quand j'écoute le nombre d'emplois que vous comptez créer, les innovations que vous entendez apporter, j'ai bien l'impression que votre budget ira peut-être à 15 000 milliards de francs, parce que les 5 000 dont vous parliez, on ne pourrait pas s'en sortir. Mais effectivement, M. Obama, on pourrait y arriver. La richesse du Cameroun, qui est dormante, peut générer plus de 15 000 milliards de budget. Pour peu que ceux qui dirigent le Cameroun aiment les Camerounais, sont rigoureux, ont une vision. Et c'est le cas pour nous. Ça arrivera, M. Obama. Est-ce que Mme Cabral Libi, que je connais d'ailleurs, est déjà prête à assumer le rôle de première dame? Bien sûr. Elle est au combat, elle est au chaudron. Vous en parlez chaque jour? Mais bien sûr. Est-ce que c'est facile d'être Cabral Libi? Ma charmante et merveilleuse épouse Peggy, permettez-moi de lui dire... Vous savez, on a tous fait le constat. Quelqu'un m'a posé la question qu'il n'y avait pas de femme candidate. C'est pas elle qui sera Premier ministre, j'espère. Candidate à l'élection présidentielle. Et puis j'ai dit aux gens, il y a une femme qui sera présente à cette élection présidentielle. C'est bien mon épouse, Muriel Peggy Libi. Qu'est-ce qui a changé, Cabral, depuis que vous avez été investi dans votre candidature annoncée par l'élection Cameroun? Au quartier, le regard des autres, il est comment? Autour de vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Je trouve les gens plus enthousiastes, plus sympathiques à mon égard. Et pour certains, plus respectueux. En fait. Maintenant, moi, j'ai une vie à peu près habituelle. Il arrive toujours que je sorte le matin pour faire une course ou que je garde mon véhicule en face et que je le lave le matin. Donc, pas grand-chose n'a changé, sauf que c'est mon emploi de temps qui est un peu plus contraignant. Mais évidemment, dans mon entourage, dans mon voisinage, il y a un peu plus de respectabilité. Et j'ai surtout senti beaucoup de soulagement dans le regard de beaucoup de mes compatriotes qui espéraient tant, effectivement, que je brave l'épreuve des 30 millions. 2 minutes, Cabral, pour répondre à la question que je vous ai posée, mais cette fois-ci pour essayer de convaincre ceux qui sont au quartier. Pourquoi voter Cabral Libi le 7 octobre prochain? Non pas le président Biya, non pas Maurice Kamto, Akéry Mounaï, et tous les 8 autres candidats qui sont en course, en lice pour cette élection. 2 minutes, on vous écoute, Cabral. Chers compatriotes, j'ai décidé de me lancer cette année suite à votre appel. L'appel de chacun d'entre vous ou de beaucoup d'entre vous. Moi, j'en avais marre et je vous l'ai fait savoir. J'en avais assez de vivre dans un environnement asphyxiant, dans une société corsetée, dans un pays où
l'horizon était obscurci. J'ai donc décidé, à la question on va faire comment, de suggérer une voie. Celle du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Le rôle de l'État, selon le consensus rousseauiste, pour ceux qui ont fait ces lectures, c'est de nous protéger. L'État qui nous protège, c'est un État de droit. Ce n'est pas l'État où on applique le droit qu'aux plus faibles. L'État qui nous protège, c'est une société intégrée, dans laquelle on a relevé le défi linguistique, dans laquelle il y a une société humaine qui, de part en part, vit en solidarité et en fraternité. L'État qui protège est cet État qui offre une protection sociale. Un État dans lequel la maladie n'est plus une fatalité, la pauvreté n'est plus une fatalité. Un pays où la loi respecte les citoyens. Un pays où les énergies sont libérées, où vous avez accès à la propriété. Un pays où vous avez accès à la parole. Un pays où vous avez accès à l'action. Un pays où la presse est libre. Un pays où le syndicat exerce. Non plus seulement dans l'attente de l'application de l'article 5 de la loi de 90. Un pays où on peut avoir droit au bonheur. Un pays dans lequel on peut rêver. Un pays dans lequel on peut construire un horizon de grandeur radieux. C'est à ce pays que je vous engage. Fermez les oreilles aux colibets, aux moqueries. Par notre détermination, par notre engagement, par notre volonté, nous y arriverons. Je vous suggère un projet de société en 11 axes, dans un ouvrage qui sera rendu public dans les prochains jours. Mais déjà, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils peuvent en prendre connaissance. J'en ai décliné ici quelques lignes. Chers compatriotes, soyez confiants. Je viens en un an, grâce à votre sollicitude, grâce à votre soutien et à votre accompagnement, de faire mentir plusieurs. Les quelques jours qui nous séparent du 7 octobre et au 7 octobre, nous en ferons mentir davantage. Beaucoup, et c'est avec joie que nous les accueillerons après qu'ils aient regretté de ne pas avoir cru. Croyez-y, chers jeunes Camerounais, oui, nous y avons droit, oui, volontiers. Je veux bien qu'on dise de moi que je suis le Benjamin, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous y avons droit. N'oubliez pas que, alors qu'il n'avait encore que 36 ans, le premier président de ce pays, Amadou Ahidjo, a réussi à prendre en main un pays qui sortait de nulle part, simplement de la domination coloniale, pour en faire jusqu'en 82 un pays dont on dit encore aujourd'hui qu'il a été radieux en ce moment-là. C'est possible. Le Cameroun différent, le Cameroun victorieux, le Cameroun respecté dans le monde. Construisons-le ensemble. Il est rassembleur, novice, médiatique, macroniste, littéraire, associatif et surtout juriste. Il est candidat à l'élection présidentielle. Alors, une fois que vous aurez dit macroniste, je préfère que vous ajoutiez aïdioïste. Aïdioïste, voilà. On l'a appris ce soir. Il est candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, Cabral Libye, à 38 ans. Vous l'avez écouté, vous avez écouté son projet de société. Une semaine en candidat s'achève ce soir sur ces mots de Cabral Libye. Mesdames, Messieurs, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Nous remercions toute l'équipe de 11 millions qui était avec Cabral ce soir avec nous ici au studio. On dit merci à toutes nos équipes techniques. C'est Briakone, Willy Tchunke, Daniel Feugue, Baboulé, Vongo. On n'oublie pas bien sûr notre cher ami Fouda qui s'occupait de la console audio. Merci à Bruno Bidjan pour la préparation de l'émission, à Marcel Ngonon, à notre ami stagiaire qui est toujours là pour le maquillage. Le programme a bien sûr été supervisé par le président directeur général du groupe Anecdote Jean-Pierre Amogo Belinga. La semaine prochaine, nous ouvrirons nos antennes bien sûr à un autre candidat. Notre challenge est de donner la parole à tous les candidats, les 9 candidats à l'élection présidentielle à venir dans notre pays, le Cameroun, puisque Vision 4 est une chaîne républicaine qui permet à la République de savoir ce que ceux-là qui souhaitent nous diriger entendent proposer à notre société. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Vision 4. On se donne rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 11h dans le cadre de l'émission Club d'élite. Vous regardez toujours l'émission, Cabral? Bien sûr, avec beaucoup de bonheur. Dimanche prochain à 11h sur les mêmes antennes. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Vision 4. Dès le bonsoir.